Il y a une chose que l'on ne comprend qu'à toute la fin. Pas quand on perd sa maison. Pas quand on voit l'eau engloutir les rues, les voitures, des quartiers entiers. Pas quand le ciel cesse d'être bleu et devient d'une couleur gris plomb sale, comme si quelqu'un en avait pressé toutes les couleurs pour les verser tout droit vers le bas. On ne le comprend que lorsque 4 personnes que vous avez nourries, protégées et portées sur vous pendant 3 mois vous regardent sans malveillance. Sans haine. Presque calmement. Et poussent. Park Juno n'eut même pas le temps d'être surpris. Seulement son dos, l'air, l'impact avec l'eau. Un froid si violent que ses poumons se crispèrent en un point et refusèrent de se desserrer. Il passa sous la surface rapidement, trop rapidement pour un homme qui avait survécu 3 mois dans un champ inondé, savait nager et savait se maintenir à flot. Mais il ne resta pas à flot. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas. Mais parce qu'il regardait vers le haut, le ventre sombre du radeau, les silhouettes de 4 personnes qui ne se penchèrent même pas pour voir s'ils s'étaient noyés. Choi Min-jin disait déjà quelque chose aux autres, probablement à propos des provisions qu'on pouvait maintenant partager entre 4 au lieu de 5. Lee Sonu hocha la tête. Kim Aeun se détourna la première. Seul An Jae-yong regarda dans l'eau pendant environ 3 secondes. Puis il se détourna lui aussi. Donc c'est comme ça. Juno sentit le froid s'en aller. C'était un mauvais signe, il en savait assez pour le comprendre, quand le froid s'en va, cela veut dire que le corps abandonne. Il se permit de couler un peu plus profondément. L'eau trouble se referma plus étroitement au-dessus de sa tête, la pression dans ses oreilles devint sourde et uniforme. La dernière chose à laquelle il pensa ne fut pas la vengeance. Ni la justice. Il pensa, je l'aurais construit mieux. Le radeau qu'ils avaient bricolé avec des déchets était une catastrophe dès le premier jour. Il leur avait parlé d'équilibre, d'une ancre, de la nécessité de surélever le pont d'au moins un demi-mètre tant que les vagues étaient encore petites. Ils avaient ri. L'avaient traité de paranoïaque. Et quand il s'était enfin mis à faire quelque chose de ses mains, ils avaient commencé à l'appeler du lest. Il mange trop. Il obéit trop peu. J'aurais construit un abri qui n'aurait jamais coulé. L'obscurité. L'obscurité dura exactement assez longtemps pour comprendre que vous n'êtes plus en train de vous noyer. Parce que vous êtes allongé sur quelque chose de solide. Il y a un sol sous vous. Un sol ordinaire en béton de parking couvert. Au-dessus de vous, il y a des tuyaux, des lampes fluorescentes, l'odeur d'huile moteur et de vieux caoutchouc. Park Juno se redressa. Ses mains étaient intactes. Aucune blessure. Ses vêtements étaient secs. Un jean, un sweat à capuche gris avec un imprimé universitaire, des baskets. Il regarda les baskets pendant plusieurs secondes. Il se souvenait de ses baskets. Il les avait achetées 3 jours avant le début de l'inondation. Avant qu'elle ne commence. Son cœur se serra avec une telle force qu'il se prit la poitrine. Il leva les yeux, une voiture était garée en face. Une Kia Sorento blanche avec des vitres intactes, sans une seule rayure. Un ticket de parking était posé sur le pare-brise. La date sur le ticket était nette, lisible. 18 mars. 42 jours avant que la première vague ne frappe un champ. Juno se leva lentement. Il vérifia ses poches téléphone, portefeuille, clés de l'appartement. Tout était à sa place. Le téléphone affichait 80% de charge et un réseau normal. Il sortit du parking. Dehors, Séoul était vivante, bruyante, indifférente. Les gens marchaient sur les trottoirs. Les bus passaient. Dans le café au coin de la rue, quelqu'un buvait un café en faisant défiler son téléphone. Juno resta au milieu du trottoir, et les gens le contournaient comme on contourne un poteau ou une poubelle. 42 jours. Il avait 42 jours avant la fin du monde. C'est alors qu'un écran apparut devant ses yeux. Pas un écran de téléphone, juste dans l'air. Transparent, légèrement bleuté, comme une pellicule sur l'eau. Le texte était en coréen, net, sans ornements inutiles, système activé non, Park Juno statut, régressif un mort condition spéciale, mémoire du futur confirmé. Menace vécue classée comme déluge mondial, niveau oméga. Un système unique vous a été attribué, le meilleur abri. Le système analyse la menace, calcule les structures optimales et fournit des plans, matériaux et solutions d'ingénierie inaccessibles aux technologies standards. Objectif, construire un abri capable de survivre à une apocalypse de classe oméga. Accepter ou refuser. Juno regarda l'écran longtemps. Plus longtemps que nécessaire.
Puis il appuya sur accepter et sentit quelque chose s'enclencher dans sa tête. Comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre et qu'il s'était avéré que la pièce était bien plus grande qu'elle ne le paraissait de l'extérieur. Le savoir afflua non pas sous forme de mots, plutôt comme une compréhension. Comme s'il avait toujours su ce qu'était une fondation à ponton avec compensation de pression des vagues, comment fonctionne un cycle fermé d'échange d'air dans un espace scellé, pourquoi les structures standards en acier perdent jusqu'à 40% de leur capacité portante lors d'une immersion prolongée, et que faire à ce sujet. Il s'arrêta devant une vitrine et vit son reflet. 28 ans. Un visage mince, des yeux sombres. Rien de particulier. Mais le regard était différent. Pas en colère. Juste fermé. Comme une porte verrouillée de l'intérieur dont on avait jeté la clé. Junot détourna le regard de son reflet. 42 jours. Alors on commence aujourd'hui. La première chose que Junot fit fut de retirer tout l'argent de sa carte. Non pas parce qu'il faisait confiance au système. Mais parce que dans 42 jours l'argent ne serait plus que du papier, et qu'il n'y avait rien à perdre. 840 000 wons, c'était tout ce qu'il avait sur le compte. Plus un petit prêt, qu'il contracta le jour même auprès de 2 banques différentes. Le système ne donnait aucun conseil financier, c'était sa propre décision, simple et froide, prendre des prêts que personne n'aurait jamais besoin de rembourser. Le monde se noirait avant l'arrivée du premier appel de paiement. Deuxièmement, il ouvrit l'interface du système et y passa plusieurs heures, là même dans le café, en sirotant un americano qui ne se pressait pas de refroidir. L'interface était organisée sans beauté superflue, système du meilleur abri et niveau, un point de construction PC, 0 plans actifs, 0 catégorie disponible, système de fondation verrouillé, déverrouillage requis structure au-dessus de l'eau verrouillée énergie verrouillée maintien de la vie verrouillé défense verrouillé terminer la première tâche pour déverrouiller les plans de base tâche jour 0, acquérir ou louer une parcelle de zone aquatique ou de zone côtière d'au moins 800 m². Délai, 7 jours. Récompense, 500 PC plus déverrouillage des catégories système de fondation et structure au-dessus de l'eau. Junot posa le téléphone de côté le vrai, pas l'écran du système et regarda par la fenêtre. Une zone aquatique. Une parcelle sur l'eau. En Corée, ce n'était pas aussi simple que cela en avait l'air. La zone côtière autour d'Incheon, la ville portuaire qu'il connaissait le mieux, était en partie sous contrôle municipal, en partie louée à des entreprises logistiques. Mais il y avait aussi des parcelles abandonnées. De vieux quais de pêche, des docks désaffectés, des postes industriels dont personne ne s'était servi depuis 10 ans. Il en connaissait un comme ça. Il l'avait vu des centaines de fois quand il allait rendre visite à son oncle à Incheon. Une vieille coopérative de pêche au bord de la baie, en faillite depuis avant ses années d'études. Des pieux en béton, un auvent rouillé, des documents sûrement perdus quelque part entre 3 faillites et 2 reventes. Parfait. Il arriva à Incheon en bus dans la soirée. L'endroit avait exactement l'air dont il se souvenait, abandonné à un point tel qu'on aurait dit qu'il demandait à quelqu'un de venir le démonter pièce par pièce. Un long quai sur de vieux pieux en béton s'avançant d'environ 70 mètres dans la baie. 2 entrepôts sans toit. Une grue rouillée qui, à en juger par son apparence, s'était bloquée sous Kim Dae-young. Junot marcha jusqu'au bout du quai. Chaque pas résonnait creux sous ses pieds. L'eau en dessous était sombre, calme. Le ciel à l'ouest brûlait d'un orange froid. Il se tint au bord du quai et regarda la baie. Ici, juste ici. Il passa encore 1 heure sur place à marcher, mesurer avec ses pas, examiner les pieux. Le système se taisait, mais lorsqu'il atteignit l'extrémité du quai et s'arrêta exactement au-dessus du centre de la zone aquatique, une courte ligne clignota dans l'interface, le système a détecté un point de construction potentiel. Recommandé. Junot se permit un petit hochement de tête presque imperceptible. Bien. Donc je ne me suis pas trompé. Il régla les questions de documents en 4 jours, et ce fut une histoire à part entière, presque policière. La coopérative était enregistrée au nom d'un homme mort 8 ans plus tôt. 2 ans plus tard, ses héritiers vendirent la propriété à une petite entreprise de logistique, cette entreprise fit faillite, les actifs furent mis aux enchères, une autre société les acheta là-bas, et c'est là que la piste s'arrêta. La deuxième société n'existait que sur le papier, et Junot passa 1 jour et demi à retrouver son directeur, un homme âgé nommé Ojizoc, qui tenait une petite boutique de pêche à Incheon et avait apparemment depuis longtemps oublié qu'il possédait ce quai. Junot arriva dans sa boutique exactement à 9 h du matin, au moment où elle venait d'ouvrir. « Je veux louer votre quai dans la zone industrielle de la baie, dit-il sans préambule. 12 mois, paiement d'avance.
Ojizoc le regarda pendant environ 3 secondes, puis se gratta l'arrière de la tête. Ce vieux quai? Il n'y a rien là-bas. Je sais. Cela me convient. Autre pause. Vous en avez besoin pour quoi? Un projet artistique, dit Junot. Une installation sur l'eau. Ojizoc ne comprenait manifestement pas ce que cela voulait dire, mais l'argent liquide, la somme complète pour 12 mois posée sur le comptoir entre les flotteurs et les hameçons parlait de manière assez convaincante. 2 jours plus tard, Junot avait le contrat de location. Cette même nuit, le système émit la première notification, tâche jour 0 terminée reçue, 500 PC déverrouillés, système de fondation, structure au-dessus de l'eau, premier plan disponible, fondation flottante type A, système modulaire à ponton, description, une fondation à ponton préfabriquée en béton polymère armée avec chambre d'air interne à pression variable. Capacité de charge jusqu'à 400 tonnes. Résistance à l'impact des vagues jusqu'au niveau 9. Durée de service autonome sans entretien d'au moins 15 ans. Particularité, lorsque le niveau de l'eau monte, la fondation ajuste automatiquement sa flottabilité, maintenant une hauteur stable de la superstructure au-dessus de la surface. Matériaux requis, liste ouverte. Junot ouvrit la liste et la lut longtemps. Puis il l'ouvrit une deuxième fois et la lut encore plus longtemps. Les matériaux n'avaient rien de fantastique, tout cela existait, était produit, était vendu. C'était juste que personne n'avait pensé à l'assembler exactement de cette manière, dans cette configuration. Le système ne crée pas de miracle, comprit-il. Il sait simplement ce à quoi les gens ne sont pas arrivés par eux-mêmes. C'était encore mieux que des miracles. On ne peut pas expliquer des miracles à un chef de chantier. Le lendemain matin, Park Junot sourit pour la première fois depuis de nombreuses années. Pas franchement. À peine perceptiblement, au coin de la bouche, en regardant le plan dans l'interface. Puis il prit son téléphone et commença à chercher des fournisseurs de béton polymère à Inchon. Il lui restait 36 jours. Le travail ne faisait que commencer. Le premier fournisseur que Junot appela raccrocha à la 3e minute de conversation. Le deuxième écouta jusqu'au bout, puis demanda s'il plaisantait, et raccrocha aussi. Le troisième, une petite entreprise d'Inchon spécialisée dans les revêtements industriels pour les installations portuaires, accepta une rencontre. Il s'appelait Yom Sangu, environ 50 ans, avec les mains d'un homme qui avait travaillé toute sa vie avec des matériaux plutôt qu'avec des tableurs. Il arriva au rendez-vous dans un café près du port, commanda un thé vert, posa les coudes sur la table et regarda Junot avec l'expression d'un homme qui avait 10 minutes et pas une seconde de plus. Junot plaça un imprimé devant lui. Pas le plan du système qui n'existait que dans l'interface. Une feuille de papier ordinaire avec des chiffres, un schéma et une liste de matériaux qu'il avait traduits en termes techniques standards. Yom Sangu prit la feuille. Il lut longtemps. La retourna. Lut le verso. « Où avez-vous obtenu ça ?» demanda-t-il enfin. « Je l'ai développé moi-même. »« Vous êtes ingénieur ?»« Non. » Pause. « Alors comment connaissez-vous le renforcement modulaire à densité de chambre variable ?»« Je lis beaucoup, » dit Junot. Yom Sangu le regarda par-dessus le papier. Il n'y avait pas de confiance dans son regard, mais il y avait autre chose. L'intérêt professionnel d'un homme qui voit une solution technique et ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle est compétente. Que voulez-vous construire? Une plateforme flottante. Environ 800 mètres carrés dans la première phase. Une fondation à ponton, modulaire, avec ajustement automatique de la flottabilité. Pourquoi avez-vous besoin d'un ajustement de la flottabilité? Au cas où le niveau de l'eau monterait. Yom Sangu posa lentement sa tasse sur la table. Le niveau de l'eau dans la baie ne montera pas. C'est une zone stable. Stable pour l'instant, dit Junot. Un long silence. Calendrier? 20 jours pour la fondation. Ensuite la superstructure. Temps total 36 jours. Yom Sangu faillit rire. Faillit, parce que quelque chose dans le visage de Junot l'en empêcha. C'est impossible. Si nous travaillons en 3 équipes, c'est possible, dit Junot. Je paie pour 3 équipes. Plus 20% supplémentaires pour la rapidité. Yom Sangu regarda de nouveau le papier. Puis Junot. Puis par la fenêtre, vers l'eau grise de la baie. L'argent d'avance, dit-il enfin. La moitié d'avance. La moitié à l'achèvement. 70 d'avance. 60, dit Junot sans pause. Et je contrôle personnellement chaque étape. Toute déviation par rapport au plan, le travail est refait.
Je n'accepte rien qui soit approximativement semblable. Yom Sangu le regarda encore 3 secondes. Puis il tendit la main. Marché conclu. Le lendemain, les premiers ouvriers apparurent sur le vieux quai. Ils étaient 8, l'équipe de Yom Sangu, habituée aux installations portuaires, à l'humidité et au vent, et au travail avec des structures lourdes dans des conditions pas des plus confortables. Ils arrivèrent tôt le matin dans 2 camions, déchargèrent le matériel, inspectèrent le quai avec le regard de gens qui avaient vu des endroits pires, et se mirent au travail. Junot se tenait à l'écart et observait. Il n'intervenait pas sans nécessité. Pendant les premières heures, il se contenta d'observer, en vérifiant avec l'interface du système, où une simulation du processus tournait en parallèle. Le système ne donnait pas d'ordre direct aux ouvriers, il lui donnait une compréhension, et c'est lui qui décidait déjà quand et comment l'utiliser. La première intervention eut lieu vers midi. Le contremaître, un homme robuste d'environ 40 ans nommé Zhang Bomin, commença à marquer les positions des premières sections de ponton, et Junot vit que le marquage était décalé d'1,5 mètre vers le nord par rapport au point calculé. « Stop », dit-il. Zhang Bomin se retourna avec l'expression d'un homme qu'on dérange en plein travail. « Quel est le problème ? Votre marquage ne tient pas compte de la direction des courants dominants dans cette partie de la baie. Si l'on décale vers le nord, le coin sud-ouest de la plateforme recevra une charge disproportionnée pendant une tempête. Dans 2 ou 3 ans, cela provoquera des fissures de fatigue dans les nœuds d'assemblage. » Un long silence. « Comment le savez-vous ? J'ai étudié les données hydrologiques de cette section au cours des 20 dernières années, dit Junot. Déplacez le marquage d'1,40 mètre vers le sud à partir de votre position actuelle. Zhang Bomin le fixa pendant 4 secondes. Puis, sans un mot, il déplaça le piquet de marquage. Junot hocha la tête et se mit de côté. Il n'expliquait pas 2 fois. Il n'élevait pas la voix. Il ne s'excusait pas de corriger des gens ayant de nombreuses années d'expérience. Il disait simplement ce qu'il fallait faire et s'éloignait. Ceux qui étaient habitués à ce style commencèrent à le respecter. Ceux qui n'y étaient pas habitués furent en colère les 2 premiers jours, puis eux aussi commencèrent à le respecter. Le soir du premier jour, Zhang Bomin s'approcha lui-même de Junot. « Écoute, dit-il sans préambule. Tu as vraiment calculé tout ça toi-même ? Oui. Pourquoi ne travailles-tu pas comme ingénieur ? Ce n'est pas mon truc, dit Junot. Zhang Bomin se tut. Au fond, qu'est-ce que ça va être ? Un restaurant sur l'eau ? Un projet artistique ? Un complexe résidentiel ? Sur l'eau ? Dans la baie ? Oui. Encore une pause. D'accord, dit Zhang Bomin sur le ton d'un homme qui avait décidé de ne plus poser de questions. Ton argent. À la fin de la première semaine, les travaux de fondation avaient 1 jour et demi d'avance sur le calendrier. Les sections de ponton, chacune mesurant 3 mètres sur 3, pesant environ 8 tonnes, arrivaient de l'usine par l'eau et étaient assemblées directement sur l'eau avec une précision assurée non par l'expérience de l'équipe, mais par les plans du système de Junot. Chaque nœud d'assemblage était calculé de telle sorte qu'une erreur de pose de 5 mm n'affecte pas la rigidité finale de la structure. Junot dormait dans une petite cabine de l'ancien entrepôt, qu'il avait aménagé en 2 heures, un lit de camp pliant, un sac de couchage, un ordinateur portable, un thermos de café. Au début, les ouvriers regardaient cela avec incompréhension. Puis ils s'y habituèrent. Chaque soir, il ouvrait l'interface du système et vérifiait les progrès. Le 8e jour, le système émit une nouvelle tâche, tâche première: ossature, achever l'installation du niveau de fondation d'une surface d'au moins 400 mètres carrés. Progression actuelle, 31% délai, 12 jours. Récompense, 800 PC plus déverrouillage des catégories énergie et maintien de la vie. 800 points de construction. Junot savait déjà ce qu'il déverrouillait, il avait étudié l'arbre de déverrouillage de l'interface avec beaucoup d'attention. Énergie fournissait des plans pour des générateurs autonomes à cycle hydrogène. Maintien de la vie des systèmes de purification de l'eau, d'échange d'air, d'alimentation autonome. Tout cela était critique. Tout cela devait être obtenu avant le début de l'inondation. Il retourna à l'ordinateur portable et commença à recalculer le calendrier. 12 jours pour 400 mètres carrés de fondation. Au rythme actuel, c'était possible. Mais la livraison du lot suivant de section devait être accélérée, et cela signifiait un autre appel à l'usine, un autre supplément, une autre explication de délais impossibles à quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi une telle urgence. Junot prit le téléphone. Dehors, derrière la fenêtre, c'était la nuit, la baie brillait des lumières réfléchies du port,
et quelque part au loin un porte-conteneur avançait grand, lent, certain que le monde tiendrait encore longtemps. Il ne tiendra pas, pensa Junot en regardant ces lumières. Mais ce n'est plus mon problème. Le 12e jour après son retour, Junot rencontra Choi Min-jin. Cela se produisit par hasard bien que Junot eût depuis longtemps cessé de croire au hasard. Il était venu dans une quincaillerie du centre d'Inchon pour des éléments de fixation dont il avait besoin plus vite que le fournisseur principal ne pouvait les livrer, et il tomba sur Min-jin près du rayon des outils. Choi Min-jin était exactement comme Junot se le rappelait avant l'apocalypse grand, avec un large sourire, avec cette expression particulière qui peut sembler amicale et légèrement condescendante en même temps. Il vit Junot en premier. « Oh, Junot !» dit-il avec une joie sincère. « Ça fait longtemps. Tu es à Inchon maintenant ?»« Temporairement, » dit Junot. « Que fais-tu ? J'ai entendu dire qu'après l'université tu avais complètement disparu quelque part. »« Je construis. »« Tu construis quoi ? » ?»« Quelque chose. » Min-jin rit comme d'habitude, légèrement. Il avait toujours su rire comme si toute conversation était un peu un jeu. « Tu es devenu mystérieux. Tu te souviens, on pensait se retrouver pour Chuseok ? Lee Sonu disait qu'il voulait louer un endroit au bord de la mer, Kim Aeun a promis de cuisiner. »« Non, » dit Junot. « Non quoi ? Je ne viendrai pas, dit-il simplement. Il prit les fixations nécessaires du rayon, fit un signe de tête à Min-jin et se dirigea vers la caisse. Min-jin le regarda partir avec seulement une légère surprise. Il ne savait pas que 8 semaines plus tard il se tiendrait sur un radeau de déchets et regarderait dans l'eau pendant environ 3 secondes avant de se détourner. Junot le savait. Il monta dans la voiture, posa les fixations sur le siège passager et resta immobile environ 30 secondes. Il n'y avait pas de colère. Il s'attendait à de la colère chaude, tranchante. Mais à la place il y avait quelque chose de froid et de silencieux, comme cette obscurité sous l'eau quand le corps abandonne déjà et devient calme. « Tu es déjà mort », pensa-t-il en regardant dans le rétroviseur où Min-jin était sorti du magasin et marchait vers sa voiture. « Tu ne le sais simplement pas encore. » Il démarra le moteur et partit. Il croisa les 3 autres au cours de la semaine suivante comme si la ville les réunissait délibérément avant la fin. Ou comme si Junot avait simplement commencé à les remarquer là où il ne les remarquait pas auparavant, parce que maintenant il regardait chaque personne avec un savoir différent. Lee Sonu travaillait dans un café près du port, un emploi temporaire pendant qu'il cherchait un poste permanent. Lui aussi fut content de le voir, lui suggéra aussi de s'appeler, et reçut lui aussi une réponse brève et un regard perplexe en retour. Il vit Kim Aeun de loin près du supermarché et passa sans s'arrêter. Elle ne le remarqua pas. En jaillant le dernier des 4 l'appela lui-même. D'une manière ou d'une autre il avait obtenu le numéro, très probablement par des connaissances communes, et appela le soir quand Junot revenait du chantier. « J'ai entendu dire que tu construisais quelque chose au port, » dit Jaillon. Sa voix était prudente, presque coupable bien qu'il ne sût rien pourquoi il aurait dû se sentir coupable. Pas encore, il ne le savait pas. Tout va bien chez toi ? Oui, dit Junot. Tu as en quelque sorte changé. Min-jin a dit que tu te comportais bizarrement. Je suis occupé. D'accord. Eh bien, si jamais, on est là. Les vieux amis ne sont allés nulle part. Junot regarda l'eau de la baie, qui dans la lumière du coucher de soleil était presque belle. Je sais, dit-il. Au revoir, Jaillon. Il mit fin à l'appel. Rangea le téléphone. Les vieux amis, se répéta-t-il doucement. Sans amertume. Simplement comme un fait qui n'avait plus d'importance. Il ouvrit l'interface du système et vérifia l'avancement sur le chantier. La fondation était achevée à 68%. Le 18e jour, le niveau de fondation fut entièrement fermé. 420 mètres carrés de section de ponton modulaire, assemblée avec une précision de 3 mm, recouverte d'une couche protectrice en polymère, équipée de 84 vannes de pression qui réagissaient automatiquement au changement du niveau de l'eau. Le système émit une notification, tâche première ossature terminée reçue, 800 PC déverrouillé, énergie, maintien de la vie solde actuelle de PC, 1300 nouvelles tâches, squelette achevé l'installation de l'ossature porteuse du premier niveau de la superstructure. Délai, 10 jours. Récompense, 1200 PC plus déverrouillage de la catégorie défense. 1200 points de construction. Junot ouvrit l'arbre de déverrouillage et trouva la catégorie défense. Ce qu'elle contenait le fit s'arrêter. Pas des armes non. Le système ne fournissait pas d'armes.
Mais il fournissait quelque chose qui, dans les conditions de l'apocalypse, valait plus que n'importe quelle arme: système de contrôle d'accès de classe forteresse, portail biométrique, capteur de périmètre externe, système d'identification des menaces. Dans des conditions où l'eau monterait et où des milliers de personnes désespérées chercheraient n'importe quelle surface solide au-dessus du niveau de l'inondation, c'était la différence entre un abri et une fosse commune. Juno ferma l'interface et regarda la plateforme. L'équipe de Jang Bomin avait déjà commencé à décharger les structures métalliques pour l'ossature. Poutres d'acier, nœuds d'angle, ferme de montage, tout était arrivé un jour avant le calendrier parce qu'une semaine plus tôt Juno avait payé une livraison prioritaire. Les 10 prochains jours, dit-il à Jang Bomin en s'approchant de lui. L'ossature du premier niveau. Hauteur 6 mètres à partir de la plateforme. Tu as le schéma. Jang Bomin hocha la tête, ne posant plus de questions inutiles. En 18 jours, il s'était habitué au fait que le client savait ce qu'il voulait, payait à temps et ne gaspillait pas les mots. On y arrivera, dit-il. À condition que le temps ne nous trahisse pas. Le temps nous trahira au 22e et 23e jour, dit Juno. Vent fort, précipitation possible. Intègre cela dans le calendrier. Jang Bomin le regarda avec une légère surprise. Tu es météorologue aussi? Non. J'ai juste regardé les prévisions. Il n'existait pas de telles prévisions, aucun service ne donnait des données 10 jours à l'avance avec une telle précision. Mais Juno se souvenait. Dans sa vie passée, la tempête était arrivée exactement le 22e jour après le début de l'apocalypse, ce qui signifiait qu'à présent, avant qu'elle ne commence, le cyclone se formait déjà quelque part dans la mer du Japon. L'ossature grandissait vite. Les colonnes d'acier montaient avec le rythme méthodique d'un mécanisme bien réglé. Des fermes horizontales les reliaient en une grille spatiale rigide. Les soudeurs travaillaient en 3 équipes, et la nuit la plateforme brillait d'éclairs bleus de soudure, visibles depuis le rivage comme de petites étoiles irrégulières. Juno faisait le tour du chantier toutes les 2 heures. Non pas parce qu'il ne faisait pas confiance à l'équipe, Jang Bomin et ses hommes s'étaient révélés être des professionnels au plein sens du terme. Ils ne pouvaient simplement pas faire autrement. Il ne pouvait pas se mettre de côté et laisser le processus se poursuivre hors de son regard. Le système soulignait régulièrement les détails qui demandaient de l'attention, non pas des erreurs, mais des points où une solution standard pouvait être améliorée tout de suite, sans rien refaire. Augmenter l'angle d'inclinaison des fermes du toit de 2 degrés, meilleur écoulement de l'eau lors de fortes pluies. Contreventements diagonaux supplémentaires dans le secteur nord-ouest, compensation du couple lors de vents latéraux. Il apportait ces modifications calmement, sans explication. Il disait simplement à Jang Bomin, ici, comme ça. Et Jang Bomin faisait comme ça. Le 22e jour, la tempête arriva. Juno était prêt. Toutes les structures ouvertes furent couvertes, les éléments non fixés furent retirés, et l'équipe eut la journée libre. Il s'assit seul sur la plateforme sous un auvent provisoire en bâche et regarda la baie passer du gris calme à quelque chose de sombre, de furieux, de vivant. Les vagues ne montèrent pas haut après tout, c'était une baie, pas la haute mer. Mais les sections de ponton réagissaient à chacune d'elles, et Juno pouvait sentir cette réaction à travers ses jambes, un léger balancement fluide, presque imperceptible. Les vannes de pression fonctionnaient. La plateforme tenait. Il était assis et regardait l'eau, et ne pensait ni à la tempête ni à la plateforme. Il pensait que dans sa vie passée, ce jour-là, ils étaient assis dans un appartement au 4e étage à un champ déjà inondé jusqu'au 2e, et Mingin racontait comment le voisin du 5e ne voulait pas les laisser entrer. Vieux radin, avait dit Mingin. Il ne comprend pas que nous sommes tous dans la même situation. Juno se souvenait qu'à l'époque il était resté silencieux. Il s'était dit à lui-même, le voisin a raison. Mais il ne l'avait pas dit. Maintenant il pensa, le voisin était la seule personne intelligente dans cette cage d'escalier. La tempête se termina le soir du 23e jour. La plateforme ne subit aucun dommage. L'équipe revint le lendemain matin. Jang Bomin fit le tour de tous les nœuds, tapa sur les assemblages, vérifia les soudures, puis vint vers Juno avec une expression que Juno avait déjà appris à lire, un mélange de respect professionnel et de légère perplexité. Pas le moindre dommage, dit-il. Je sais. Tu as déjà construit quelque chose avant? Non. Alors comment? De bons plans, dit Juno. Continuons. Le 28e jour, l'ossature du premier niveau était prête. Le système émit une notification avant que Jang Bomin n'ait eu le temps d'annoncer l'achèvement. Tâche squelette terminée reçue, 1200 PC déverrouillés, défense solde actuel de PC, 2500 nouvelles tâches,
PEAU installer les panneaux de coque extérieure et la toiture du premier niveau. Délai, 8 jours. Récompense, 1500 PC plus déverrouillage de plan avancé, deuxième niveau. 8 jours. Il en restait 14 avant l'apocalypse. Juno ouvrit la nouvelle catégorie défense et étudia les plans disponibles. Le système de contrôle d'accès était le premier élément, portail biométrique à 3 points d'entrée, capteur de périmètre sur tout le contour extérieur de la plateforme, et système de vidéosurveillance avec mode nocturne. Le deuxième élément le fit s'arrêter, périmètre extérieur, boucliers anti-tempête étanches, panneaux rétractables en polycarbonate renforcé qui fermaient toutes les ouvertures lors de l'activation. Temps de fermeture 40 secondes. Protection contre des vagues jusqu'à 4 mètres de haut et une pression du vent jusqu'à 60 mètres par seconde. Il ajouta les deux plans à la liste active et envoya les spécifications mises à jour à Yom Sangu. Yom Sangu rappela 20 minutes plus tard. Juno, dit-il prudemment. Portail biométrique, capteur de périmètre, boucliers anti-tempête sur toutes les ouvertures. Vous vous préparez à la guerre? À une tempête, dit Juno. Vous n'avez pas besoin de portail biométrique pour une tempête. Si, dit Juno. Quand la tempête dure longtemps et que les gens commencent à chercher un abri, si. Un long silence. D'accord, dit enfin Yom Sangu. Sur le ton d'un homme qui avait décidé de ne pas trop réfléchir. Calendrier et budget? Le même calendrier. Je transférerai le budget aujourd'hui. Les 8 jours suivants furent les plus intenses. 3 processus se déroulaient simultanément, installation des panneaux de coque extérieure, installation des boucliers anti-tempête, et pose des communications primaires. Juno travaillait avec l'équipe non pas dans le rôle d'un superviseur, mais littéralement, il portait des matériaux, tenait les structures pendant la fixation, montait sur les échafaudages à 7 heures du matin lorsque la baie était couverte de brouillard et que le métal était froid et mouillé. Le 3e jour, Zhang Bomin lui dit, « Tu pourrais simplement regarder. Tu paies, nous travaillons. » « Je regarde plus vite quand je suis prêt, » répondit Juno. C'était vrai, mais pas toute la vérité. Toute la vérité, c'était qu'il ne savait pas simplement regarder. Non pas parce qu'il ne leur faisait pas confiance, mais parce que chaque jour, chaque heure de travail lui donnait quelque chose en plus de l'avancement des tâches. Cela lui donnait une sensation qu'il avait perdue dans sa première vie quelque part entre la 3e semaine sur le radeau et le moment où Mingin commença à partager les provisions sans lui. La sensation qu'il créait quelque chose. Quelque chose de réel. Quelque chose qui serait encore debout quand tout le reste passerait sous l'eau. Le 34e jour, le premier niveau de l'abri fut scellé. Les panneaux extérieurs gris mat, faits de composite renforcé multicouches donnaient à la structure une apparence difficile à décrire en un seul mot. Pas un bâtiment résidentiel. Pas une installation industrielle. Quelque chose entre les deux fonctionnel, un peu sombre, absolument sûr de lui. Les boucliers anti-tempête furent testés le même jour, 40 secondes, et toutes les ouvertures furent fermées. 20 secondes de plus ouvertes. Le système fonctionnait sans défaillance. Les portails biométriques furent configurés pour une personne. Zhang Bomin vit Juno enregistrer ses empreintes, son iris, sa voix. Il vit qu'il n'y avait pas d'autre profil. Demanda-t-il. Confirma Juno. Zhang Bomin se tut un moment. Ça va être ennuyeux ici tout seul. Ça ne le sera pas, dit Juno. Le système émit une notification, tâche PEAU terminée reçue, 1500 PC déverrouillés, plans avancés 2e niveau solde actuel de PC, 4000 notifications spéciales temps restant jusqu'à l'événement classifié, 8 jours. Le système recommande l'installation immédiate des systèmes de maintien de la vie et d'énergie. Priorité, critique. 8 jours. Juno ferma l'interface, regarda sa plateforme sombre, silencieuse, posée sur l'eau de la baie comme une petite île dans un monde qui ne savait toujours pas qu'il lui restait 8 jours et se dit, c'est suffisant. Suffisant pour ce qu'il faut. Il se tourna vers Zhang Bomin. Nous devons parler de l'étape suivante. Assieds-toi. Zhang Bomin s'assit en face de Juno sur une caisse renversée de fixation et regarda la liste que Juno avait placée devant lui sur la tablette. La liste était longue. En 8 jours, demanda-t-il lentement. En 8 jours. Juno. Zhang Bomin leva les yeux. Système de générateur, purification de l'eau, échange d'air, réservoir de carburant de secours, stockage alimentaire avec contrôle climatique. Cela représente au moins 3 semaines de travail à un rythme normal. Je sais, dit Juno.
C'est pourquoi nous avons besoin de 2 équipes. La tienne et une autre. Travail jour et nuit. Je double le tarif pour chaque jour au-dessus du rythme normal. Un long silence. Tu le doubles. Je le double. Zhang Bomin regarda de nouveau la liste. Puis Junot. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, pas seulement de l'intérêt professionnel. Quelque chose comme de l'inquiétude. Écoute, dit-il prudemment. Je ne me mêle pas des affaires des autres. Tu paies, je construis. Mais tu construis cet endroit comme si tu savais que dehors les choses allaient bientôt mal tourner. Vraiment mal tourner. Que se passe-t-il? Junot le regarda pendant 3 secondes. Rien dont tu doives t'inquiéter, dit-il finalement. Termine simplement le travail à temps. C'est plus important que tout le reste. Zhang Bomin hocha lentement la tête, sans conviction complète. Mais il hocha la tête. Je connais une autre équipe. De bons gars ont travaillé avec moi à Songdo. Je les appelle ce soir. Bien, dit Junot. Et encore une chose. Quoi? Quand vous aurez fini, quittez Inchon. Allez le plus loin possible à l'intérieur des terres. Dans les montagnes, si vous avez quelque part où aller. Zhang Bomin le regarda longtemps. Pourquoi? Juste un conseil, dit Junot. D'un homme avec de bons plans. Les 8 jours suivants fusionnèrent en un seul processus de travail continu sans frontières entre le matin et la nuit, sans jour de repos, sans pause plus longue que celle nécessaire pour manger et dormir 4 heures. 2 équipes travaillaient en parallèle, et Junot gardait les 2 lignes en tête en même temps, ce que faisait la première, ce que faisait la seconde, où elles se croiseraient, où elles pourraient se gêner l'une l'autre, ce qu'il fallait réorganiser en priorité si l'une des livraisons prenait du retard. Le système aidait mais ne contrôlait pas. Il donnait des plans et des paramètres, soulignait les points critiques, avertissait des erreurs d'installation avant qu'elles ne deviennent un problème. Mais c'était lui qui prenait les décisions. Cela comptait pour lui, ne pas abandonner les décisions. Ni au système ni aux gens. Le 3e jour de ce sprint final, les générateurs arrivèrent. Pas des générateurs diesel ordinaires, le système avait fourni les plans d'une installation hybride, diesel comme source principale, panneaux solaires comme source secondaire, et un petit bloc hydrogène comme réserve d'urgence au cas où le carburant viendrait à manquer. Junot commanda les composants auprès de 3 fournisseurs différents et assembla lui-même la configuration finale, avec l'aide d'un électricien de la 2e équipe, un homme silencieux d'environ 45 ans nommé Park Il-hwan, qui soudait les connexions avec une telle précision que Junot s'arrêtait involontairement pour regarder. Bon travail, dit-il une fois. Park Il-hwan ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête et continua à souder. Junot apprécia cela. Le 5e jour, le système de purification de l'eau arriva. C'était peut-être l'élément le plus complexe de tout le projet, non du point de vue de l'installation, mais du point de vue de la logique. Le système fournissait un plan pour une purification à plusieurs étapes, filtration mécanique, bloc biologique, désinfection ultraviolette, minéralisation. En sortie, de l'eau potable à partir de n'importe quelle source, y compris l'eau de mer à condition d'ajouter un module de dessalement. Junot commanda aussi le module de dessalement. Non pas parce que l'eau de la baie était salée, elle l'était, mais pas de manière critique. Mais parce qu'il se souvenait, dans sa vie passée, lorsque l'eau était montée, elle avait emporté avec elle tout le carburant, les produits chimiques et la matière organique en décomposition. Au 3e mois de l'inondation, l'eau à l'extérieur n'était plus adaptée au contact avec la peau, et encore moins à la boisson. Il se souvenait de l'odeur de cette eau. L'installation du bloc de purification de l'eau prit 1 jour et demi. Le système l'accepta sans remarque. Le 6e jour, Junot reçut un appel d'Ojizoc, le propriétaire à qui il avait loué le quai. « Monsieur Junot, dit prudemment le vieil homme. Je suis passé en voiture ce matin. J'ai regardé votre projet. Et il est grand. Plus grand que je ne le pensais lorsque nous avons conclu l'accord. Le contrat de location inclut toutes les améliorations que j'apporte à la propriété, dit Junot. Je vous en ai envoyé une copie. Oui, je l'ai lu. Pause. Dites-moi, qu'est-ce que vous construisez là-bas? Les gens posent des questions. Les locataires voisins dans le port disent que vous avez des travaux jour et nuit. Une installation résidentielle, dit Junot. Tout est dans le cadre de l'accord. On dirait un bunker. Junot se tut une seconde. Monsieur Ojizoc, dit-il calmement. Je vais vous donner un conseil, gratuitement. Dans une semaine,
prenez votre famille et allez dans les montagnes. À Anjou, Céoraxan, Girizan peu importe. L'essentiel est d'être à plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Prenez des provisions pour 3 mois. Un long silence. Vous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vous ai donné un conseil, dit Junot. Ce que vous en ferez vous regarde. Au revoir. Il mit fin à l'appel. Il ne savait pas si Ogisoc écouterait. Très probablement pas. Les gens n'écoutent pas les avertissements qui ne correspondent pas à leur vision du monde. Il s'en souvenait aussi de sa première vie, comment il avait essayé d'expliquer, d'avertir, de convaincre. Et comment cela n'avait pas marché. Maintenant il avait averti une fois. Cela suffisait. Le 7e jour, le système émit une nouvelle notification de manière inattendue. Tâche non prévue, stock remplir les réserves de l'abri avec un minimum de réserves stratégiques. Exigence minimale, nourriture, 365 jours de nutrition autonome pour une personne, médicaments, kit hospitalier de base, carburant, 90 jours de fonctionnement du système de générateur, stock de semences, minimum 40 types de cultures délai, avant l'activation de l'événement. Récompense, 2000 PC plus déverrouillage extension, niveau agricole. Junot lut la liste 2 fois. Stock de semences. Le système pensait plus loin que lui-même ne l'avait prévu à ce stade. L'inondation ne durerait pas éternellement. Quand l'eau commencerait à se retirer, et elle se retirerait, il le savait parce que dans sa vie passée elle avait commencé à se retirer vers la fin de la 2e année. Les survivants auraient besoin de cultiver quelque chose. Il ouvrit la liste et commença à calculer. Nourriture pour une personne pendant 1 an, c'était solvable. Conserves, produits lyophilisés, céréales, huile. Il avait déjà commencé les achats une semaine plus tôt, par petites quantités afin de ne pas attirer l'attention. Maintenant il fallait accélérer. Les médicaments étaient plus difficiles. Non pas au sens de l'argent, mais au sens de l'assortiment. Le kit hospitalier de base comprenait des éléments qui n'étaient pas vendus dans une pharmacie ordinaire. Instruments chirurgicaux, systèmes intraveineux, antibiotiques en grande quantité, antidouleurs. Le carburant était le plus facile. Quelques appels aux fournisseurs, et demain soir les réservoirs de réserve seraient pleins. Quant au stock de semences, il appela 2 endroits, une jardinerie et une petite entreprise d'agronomie qui approvisionnait des exploitations agricoles. Il expliqua ce dont il avait besoin, dit qu'il paierait en espèces. Les 2 acceptèrent. À la fin du 7e jour, les réserves étaient remplies à 80%. Le 8e jour fut le dernier. Le dernier avant la fin. Junot se leva à 5 heures du matin, bien qu'en vérité il n'eût presque pas dormi. Non pas à cause de l'anxiété. C'était simplement que son esprit refusait de s'éteindre. Il continuait de passer en revue des listes, vérifier des séquences, chercher ce qui aurait pu être oublié. Il traversa tout l'abri seul, avec une lampe de poche, bien que le système électrique fonctionnât déjà et que l'éclairage fût branché. Il avait simplement besoin de passer lui-même dans chaque compartiment, physiquement. Le bloc générateur fonctionne. Silencieusement, régulièrement, presque sans vibration. Le système de purification de l'eau fonctionne en mode test, les indicateurs sont normaux. Les réserves sont remplies. Étagères de conserve, conteneurs scellés de céréales, section réfrigérée avec des médicaments. Le compartiment d'habitation est minimaliste, sans excès. Un lit, une table, plusieurs chaises, des étagères. Il ne construisait pas un palais. Il construisait quelque chose qui fonctionne. Le niveau agricole était vide pour l'instant, seulement la structure. La tâche de stock de semences lui avait donné un plan pour un système hydroponique. Pas maintenant, mais plus tard, quand la première vague de chaos se calmerait, il le déploierait. Le poste d'observation sur le toit offrait une vue à 360 degrés, avec un périmètre protégé en polycarbonate transparent. De là, toute la baie et une partie du littoral étaient visibles. Junot resta longtemps au poste d'observation. Un chon, en contrebas, vivait sa vie. Tôt le matin, quelques voitures, les lumières du port. Un porte-conteneurs au mouillage. Un bateau de pêche quelque part près de la digue nord. Demain, pensa-t-il. Demain, tout cela changera. Il ne savait pas exactement à l'époque. L'apocalypse était arrivé sans avertissement. D'abord des précipitations anormales dans le nord. Ensuite des rapports sur la montée du niveau de l'eau dans les zones côtières. Puis, en quelques heures, quelque chose qu'on ne pouvait appeler autrement que la faim. D'où cela venait,
il ne l'avait jamais compris dans sa vie passée. Une catastrophe géologique, un effondrement climatique, quelque chose que les scientifiques n'avaient pas eu le temps d'expliquer avant de cesser de communiquer. Le système ne donnait pas d'explication non plus, seulement une classification, niveau oméga. Déluge mondial. Peut-être que les explications n'avaient pas d'importance. L'eau ne demande pas si vous comprenez ses causes. À 9 h du matin, le 8e jour, Jang Bomin arriva pour remettre le chantier. Formellement, ce n'était qu'une inspection finale. Mais Junot savait que Jang Bomin n'était pas venu seulement pour cela. Il était venu regarder une fois de plus. S'assurer de quelque chose qui ne l'avait pas laissé en paix ces derniers jours. Ils parcoururent le chantier ensemble en silence. Jang Bomin tapota les structures, vérifia les fixations, examina les soudures avec professionnalisme, méthodiquement. Junot marchait à côté de lui et ne le pressait pas. À la fin de l'inspection, ils sortirent au poste d'observation. Jang Bomin regarda longtemps la baie. « Tu m'as dit d'aller dans les montagnes, dit-il enfin. »« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce qu'ici, bientôt, ce sera dangereux. »« Une inondation ?» Junot garda le silence un instant. « Quelque chose comme ça. » Jang Bomin se tourna vers lui. Il n'y avait pas de peur sur son visage, plutôt cette gravité particulière d'un homme habitué à évaluer des structures et à comprendre quand quelque chose a été construit pour résister à des charges extrêmes. « Ceci est un abri, dit-il. » Ce n'était pas une question. Une affirmation. « Oui. Tu l'as construit pour l'apocalypse. » Silence. « Tu l'as construit pour ce qui arrive, » continua doucement Jang Bomin. « Tu sais ce qui arrive. » Comment ? Junot le regarda droit dans les yeux. Peu importe comment. Une seule chose compte, emmène ton équipe loin d'ici. Aujourd'hui. Paie-les, laisse-les rentrer chez eux auprès de leur famille. Dis-leur ce que je t'ai dit d'aller dans les montagnes, au-dessus de 500 mètres, avec des provisions pour 3 mois. Ils ne te croiront peut-être pas. Mais dis-leur. Une longue pause. Et toi ? Je resterai ici. Seul. Seul. Jang Bomin le regarda longtemps avec une expression que Junot ne parvenait pas tout à fait à lire. Pas de la pitié. Plutôt la manière dont on regarde un homme qui a pris une décision qu'on ne peut pas comprendre, mais contre laquelle on ne peut pas non plus argumenter. « Tu es un homme étrange, Park Junot, dit-il enfin. »« Je sais. » Jang Bomin tendit la main. Junot la serra. « Je vais le dire au gars, dit Jang Bomin. Pour les montagnes. Peut-être que quelqu'un n'écoutera. Cela suffit. » Le soir du 8e jour, l'équipe était partie. Dans le dernier véhicule à quitter les lieux se trouvait Park Ilouan, l'électricien taciturne qui soudait les connexions avec une précision chirurgicale. Avant de monter dans le fourgon, il s'arrêta et regarda Junot. « Vous êtes sérieux pour les montagnes ?» demanda-t-il. « Sérieux. Ma femme et ma fille sont à Suwon. Prenez-les et allez au Séoraksan, dit Junot. Le plus haut sera le mieux. Dans une semaine, vous comprendrez ce que je voulais dire. » Park Ilouan hocha brièvement la tête une fois. Monta dans le véhicule. Parti. Junot resta sur le quai et regarda le fourgon disparaître au détour de la route portuaire. Puis il se tourna vers son abri. Il se dressait sur l'eau comme un rectangle sombre et silencieux. La lumière à l'intérieur était tamisée. Les générateurs fonctionnaient sans bruit. Les boucliers anti-tempête étaient relevés, toutes les ouvertures étaient ouvertes. Le dernier soir normal. Il monta à bord, c'est là le sas d'entrée, monta au poste d'observation et s'assit sur une chaise pliante, regardant les lumières d'un champ. Le système émit la notification finale de la journée, tâche stock terminée reçue, 2000 PC déverrouillés, extension niveau agricole solde actuel de PC, 6000 avertissements du système temps jusqu'à l'événement classifié, moins de 24 heures. Recommandé, activer le mode de préparation complet. Boucliers anti-tempête, fermés. Générateurs, passer en mode autonome. Communications extérieures, les conserver jusqu'au dernier moment. Bonne chance, Park Junot. Il eut un léger rictus. Calmement, sans amusement. Le système lui avait souhaité bonne chance. C'était quelque chose de nouveau. Il ne ferma pas les boucliers anti-tempête tout de suite. Il se donna encore quelques heures, resta assis au poste d'observation, écouta le bruit lointain de la ville, regarda les lumières s'éteindre et se rallumer.
Une ville ordinaire. Une nuit ordinaire. Puis il sortit son téléphone et ouvrit les actualités. Les premiers rapports apparaissaient déjà encore prudents, avec des points d'interrogation. Précipitations anormales dans le nord du Japon. Hausse du niveau de l'eau dans les zones côtières d'Hokkaido. Les météorologues parlaient d'une pression atmosphérique atypique au-dessus de la mer du Japon. Personne n'avait encore utilisé le mot catastrophe. Personne ne comprenait encore. Juno posa le téléphone et regarda la baie. L'eau était calme. Presque lisse comme un miroir. Plus pour longtemps, pensa-t-il. Il se leva, redescendit à l'intérieur, scella toutes les écoutilles et activa les boucliers anti-tempête. 40 secondes, et l'abri fut fermé. Juno se réveilla à cause d'un son. Pas à cause d'un fracas, pas à cause d'une explosion, à cause d'un son qui ressemblait à la façon dont la pression change dans vos oreilles lors d'une montée rapide en altitude. Un déplacement calme, intérieur, presque imperceptible. Il ouvrit les yeux et comprit immédiatement avant même de regarder les moniteurs. Cela avait commencé. Il se leva, enfila une veste, monta au poste d'observation et ouvrit les caméras extérieures. L'aube était étrange, ni rouge ni rose, mais d'une sorte de jaune grisâtre, comme si le ciel s'était recouvert d'un film sale. La baie dehors était différente, ni lisse comme un miroir, comme elle l'avait été la veille au soir, mais troublée, légèrement ridée, traversée de traînées sombres de courants qui n'étaient pas là auparavant. Le niveau de l'eau avait monté. Un peu de 20 cm, peut-être 30. Imperceptible pour quelqu'un qui ne regardait pas spécialement. Mais les capteurs de l'abri l'enregistraient avec précision, plus 27 cm au cours des 6 dernières heures. Juno alluma la radio. Les premières minutes furent celles d'une diffusion matinale ordinaire. Météo, circulation, nouvelles sportives. Puis une interruption d'urgence. La voix du présentateur était stable, mais avec cette tension particulière que même un présentateur bien entraîné ne peut pas complètement cacher, une hausse anormale du niveau de l'eau a été enregistrée sur toute la côte ouest. Les autorités d'Incheon exhortent les habitants des zones côtières à rester calmes et à suivre les annonces officielles. L'évacuation n'a toutefois pas encore été déclarée. Juno éteignit la radio. N'a pas encore été déclarée. Dans 4 heures, elle le sera. Dans 8, il n'y aura plus personne pour la déclarer, parce que le studio de diffusion sera sous l'eau. Il ouvrit l'interface du système. Événement activé, classification, déluge mondial. Niveau oméga. Prévision de hausse du niveau de l'eau sur 72 heures, plus 12-18 mètres. Prévision de hausse du niveau de l'eau sur 30 jours, plus 80-120 mètres. Maximum prévu, plus 340-400 mètres sur 18-24 mois. Statut de l'abri, actif, intégrité structurelle, 100% système de survie, normaux recommandés, rester à l'intérieur. Juno regarda les chiffres longtemps. Dans sa vie passée, il ne connaissait pas ces chiffres. Personne ne les connaissait, il n'y avait pas eu de système pour fournir une prévision. Il n'y avait eu que cette sensation que l'eau montait plus vite qu'elle ne le devrait. Plus vite que n'importe quelle crue. Plus vite que n'importe quelle tempête. 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est la survie. Tout ce qui est en dessous n'est qu'une question de temps. Incheon se trouvait au niveau de la mer. Il se leva du moniteur et parcourut l'abri en suivant le même itinéraire que la veille au soir. Mais maintenant, autrement. Non pas comme une inspection, mais comme un homme qui emménage. Qui reste. Générateur. Eau. Réserve. Quartier d'habitation. Tout fonctionnait. Il s'assit à la table dans le quartier d'habitation, se versa du café du thermos, du vrai bon café, qu'il avait acheté 3 jours plus tôt et préparé le matin même, et ouvrit l'ordinateur portable. Il avait du temps. L'eau montait, mais l'abri survivrait aux premières heures critiques sans son intervention. Le système surveillait les paramètres, les sections de ponton ajustaient automatiquement leur flottabilité. Il n'avait rien à faire pour l'instant. Alors il fit ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire au cours des 36 derniers jours. Il réfléchit. La première pensée fut pour Zhang Bomin. Était-il parti? Juno ne le savait pas. Il l'espérait. Zhang Bomin était un homme intelligent. Pas de ceux qui ignorent les avertissements simplement parce qu'ils sont gênants. La deuxième pensée fut pour Park Il-hwan et sa femme et sa fille à Suwon. La troisième fut pour le vieux au Jizok avec sa boutique de pêche. Il se surprit à ses pensées et s'arrêta. Pourquoi? Il ne connaissait pas ces gens. Zhang Bomin était un contremaître engagé.
Ilouan, un électricien engagé. Au Gisoc, un propriétaire. Des relations d'affaires, rien de personnel. Il les avait avertis une fois chacun. C'était tout ce qu'il leur devait. Continuer à penser à eux après cela, c'était quoi? De la sentimentalité. De la faiblesse. Une habitude de sa vie passée, quand il se croyait responsable des gens autour de lui. Regarde où cela t'a mené, se dit-il en silence. 4 personnes en qui il avait eu confiance. 3 mois pendant lesquels il les avait nourris et protégés. La seconde où elle l'avait poussé. Et l'eau qu'il avait accueilli calmement comme si elle avait su qu'il viendrait. Il ferma l'ordinateur portable et se leva. Derrière le hublot il avait installé 4 hublots ronds sur les parois latérales du quartier d'habitation, un de chaque côté. L'eau était déjà différente. Plus sombre. Plus rapide. Elle ne bougeait plus comme celle d'une baille, mais comme quelque chose de plus grand, comme si quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, un robinet de la taille d'un océan avait été ouvert. Il posa sa paume contre le verre froid du hublot. L'abri se balançait presque imperceptiblement, avec douceur. La plateforme s'éleva légèrement, les vannes de pression s'étaient enclenchées, compensant le nouveau niveau. Le système fonctionnait. Bien, pensa Junot. Bien. À midi, la radio avait cessé d'émettre. Cela se produisit au milieu d'une phrase. Le présentateur disait quelque chose à propos de l'évacuation des quartiers nord d'Inchon, puis soudain le silence. Un bruit blanc. Junot passa sur plusieurs fréquences. L'une donnait de la statique. Une autre, un signal intermittent, ce n'était déjà plus une voix, juste une tonalité. La troisième était complètement silencieuse. Il éteignit la radio et passa sur les caméras extérieures. Ce qu'il vit, il l'avait déjà vu une fois, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Inchon se noyait. Pas brutalement, pas dans une explosion lentement, avec cette fatalité particulière qui est pire que n'importe quelle explosion. L'eau avançait dans les rues avec un air d'affaires courantes remplissant les parkings souterrains, les premiers étages, les cours. Les voitures restaient dans l'eau jusqu'aux roues. Puis jusqu'au capot. Puis elles disparaissaient. On voyait des gens sur les caméras, petites silhouettes courant vers les hauteurs. Il vit quelqu'un grimper sur un toit. Quelqu'un portant un enfant dans ses bras, de l'eau jusqu'à la taille. Plusieurs personnes essayant d'attacher un bateau à un lampadaire. Il regarda en silence. Puis il éteignit les caméras extérieures. Non pas parce qu'il s'en fichait. Mais parce que regarder sans rien faire vous détruit. Il le savait de sa vie passée. Là aussi, il y avait eu beaucoup de moments où il voyait des gens se noyer et ne pouvait pas aider. Le radeau était trop petit, les ressources insuffisantes, et chaque personne sauvée signifiait moins de chance pour ceux qui étaient déjà à bord. Maintenant il avait un abri pour une personne. Conçu pour une personne. Des provisions pour une personne. Ce n'était pas un accident. C'était une décision. Le soir du premier jour, le système émit une nouvelle tâche, première nuit survivre aux premières 24 heures de l'événement sans dommages critiques à l'abri. Statut actuel, en cours. Prévision, favorable. Récompense, 3000 PC plus déverrouillage navigation et cartographie. 3000 points de construction. Et la navigation. Junot releva les yeux de l'interface. La navigation. Le système pensait à ce qui viendrait après quand l'eau monterait assez pour que l'abri devienne non seulement un refuge, mais un navire. Une plateforme flottante dans un monde sans rivage. Cela changeait la perspective. Il ouvrit l'aperçu de la catégorie navigation et cartographie. Le système donnait accès à l'interface avant même le déverrouillage, seulement sans possibilité d'utiliser les plans, système de propulsion pour la plateforme. Système d'ancrage pour la fixer au point désiré. Carte d'inondation avec prévision par région. Sonar pour mesurer la profondeur. Moyen de communication longue portée. Sur le dernier élément moyen de communication longue portée il s'attarda du regard. Dans sa vie passée, le plus terrible n'avait pas été l'eau ni la faim. Le plus terrible avait été l'incertitude. Le silence complet, absolu quand on ne sait pas si quelqu'un d'autre est encore vivant, s'il existe quelque part de la terre ferme, s'il y a un sens à aller dans une direction ou non. La communication, c'est de l'information. L'information, ce sont des décisions. Les décisions, c'est la survie. Il ferma l'aperçu et revint à l'interface principale. La nuit du premier jour. À l'extérieur des parois de l'abri, l'eau était déjà montée de 3 mètres. Les capteurs le montraient calmement,
comme la température de l'air. La plateforme de ponton montait avec le niveau, régulièrement et sûrement. Dehors, cela hurlait probablement et se fracassait, il ne l'entendait pas. L'abri étouffait presque complètement les bruits extérieurs. Le silence était fonctionnel. Junot s'allongea sur le lit sans se déshabiller, au cas où il faudrait se lever rapidement dans la nuit. Il posa la tablette à côté de lui. Ferma les yeux. La dernière pensée avant le sommeil fut étrange, non pas l'eau, non pas le système, non pas ce qui arriverait demain. Il pensa qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreux mois, dans la première vie comme dans celle-ci, il n'avait besoin de faire confiance à personne. Il n'avait pas besoin de surveiller les mains des autres. Il n'avait pas besoin de calculer qui et quand déciderait qu'il était devenu du lest. Il n'y avait que lui et l'abri qu'il avait construit lui-même. Cela ressemblait étrangement à la paix. Junot se réveilla parce que l'abri s'était incliné. Pas beaucoup, 3 degrés, pas plus. Mais après 2 jours d'horizontalité parfaite, cela ressemblait à une gifle. Il se redressa d'un bond, attrapa la tablette, ouvrit les capteurs du système. Le bloc de ponton nord-ouest. Vanne de pression numéro 17, obstruction partielle. La flottabilité dans ce secteur avait chuté de 12%. Pas critique. Mais si cela n'était pas corrigé, dans quelques heures cela deviendrait critique. Il enfila la combinaison étanche qu'il avait achetée à l'avance, épaisse, avec protection thermique, prit la sacoche à outils et sortit par l'écoutille technique inférieure. Dehors, c'était la fin du monde. Il le savait intellectuellement depuis la veille au soir, mais une chose est de le savoir par les capteurs. Une autre est de se tenir sur le niveau technique extérieur de l'abri, à un demi-mètre au-dessus de la surface de l'eau, et de le voir de ses propres yeux. Un chon avait disparu. Ou plutôt, elle était là. Mais sous l'eau. Seuls les étages supérieurs des grands immeubles en dépassaient, rectangles sombres, comme les dents d'un noyé. Les grues du port avaient presque entièrement disparu sous l'eau. Des débris flottaient à la surface, pas le genre qu'on voit après une tempête. Différents. Des choses. Des meubles. Des conteneurs en plastique. Quelque chose qu'il préféra ne pas regarder de trop près. Le ciel était bas, gris, avec une lueur jaunâtre à l'horizon comme un bleu sur la peau. Le vent frappait horizontalement depuis l'ouest, apportant avec lui une odeur que Junot reconnut immédiatement. Il se souvenait de cette odeur de sa vie passée. L'humidité, le sel, quelque chose d'organique, l'odeur d'un monde en décomposition. Il détourna le regard de l'horizon et descendit vers l'écoutille technique du niveau inférieur. La vanne numéro 17 ne s'avéra pas bouchée, mais endommagée. Un morceau de barre d'armature emporté par l'eau l'avait frappé assez fort pour déformer le boîtier. Ce ne l'avait pas percé, ne l'avait pas cassé, juste déplacé de quelques millimètres. Suffisamment pour rompre l'étanchéité et laisser l'air s'échapper lentement de la chambre. Junot travailla vite, les mains dans l'eau glacée, les outils glissant dans ses gants. 20 minutes plus tard, la vanne fut remplacée par une pièce de rechange provenant du compartiment à outils. Le système confirma le rétablissement de la pression dans le bloc. Il remonta, mouillé jusqu'aux épaules, même si la combinaison le gardait au chaud. Il se tint près du sas d'entrée et regarda l'eau autour de lui. Au loin, à environ 300 mètres au nord, il vit un bateau. Un petit bateau pneumatique, manifestement surchargé. Il y avait 6 ou 7 personnes à bord. Junot ne parvenait pas à distinguer exactement à cette distance. Elles ramaient vers lui. Il les observa pendant plusieurs secondes. Puis rentra à l'intérieur et ferma le sas. Les coups commencèrent 20 minutes plus tard. Pas sur le sas, sur la coque. Dehors, il y avait des coups sourds sur le métal, irréguliers, désespérés. Puis des voix. Il ne distinguait pas les mots à travers la coque, mais il entendait l'intonation, une supplication qui se transformait en exigence, qui se transformait en cri. Junot était assis à la table avec une tasse de café et regardait le moniteur du système. Les caméras extérieures montraient le bateau plaqué contre le flanc de l'abri. Il y avait 8 personnes à bord, des hommes, des femmes, un enfant. Tous trempés, tous paniqués. L'un des hommes frappait la coque avec un pied de biche rythmiquement, fort, avec cette expression sur le visage qui signifiait qu'il continuerait très longtemps. Junot regarda le moniteur. Le système restait silencieux. Aucune tâche à ce sujet. Aucun indice. Seulement lui et 8 personnes dehors. Il déplaça son regard vers la surveillance des réserves. Le calcul était simple et froid, il avait de la nourriture pour 365 jours pour une personne. Avec 8 personnes, 45 jours.
dans un déluge total qui, selon les prévisions du système, durerait 18 à 24 mois. 45 jours, c'était la mort. Juste lente. Mais ce n'était pas le seul calcul. 8 inconnus dans un espace fermé. Dans des conditions où les ressources étaient limitées et où la situation ne s'améliorerait pas pendant des mois. Sans possibilité de sortir, de partir, de se séparer. Il savait comment cela fonctionne. Il l'avait vécu dans sa vie passée avec 4 personnes qu'il connaissait depuis des années, en qui il avait confiance, avec qui il partageait tout. Et il l'avait poussé dans l'eau. Avec des inconnus acculés, cela arriverait plus vite. Les coups dehors s'intensifièrent. Maintenant une autre voix, aussi une voix de femme, aiguë, avec cette note stridente qui apparaît quand une personne ne demande plus, mais supplie. Junot posa la tasse sur la table. Se leva. Alla jusqu'au dispositif de communication extérieure. Il l'avait installé entre la caméra extérieure et le sas, un petit haut-parleur avec micro. Appuya sur le bouton d'émission. « Je vous entends », dit-il. Sa voix sortit régulière, sans trembler. L'abri n'accueille pas de personne. Il n'y a pas de provision. Dehors, cela se tut une seconde. Puis les voix reprirent plus fortes, tout à la fois. Il relâcha le bouton et cessa d'écouter. Revint à la table. S'assit. Reprit la tasse. Les coups continuèrent encore 40 minutes. Puis cessèrent. Il ne regarda pas les caméras extérieures. Il ne voulait pas savoir où le bateau était parti. Le système émit une notification le même jour, vers le soir, tâche première nuit terminée reçue, 3000 PC déverrouillés, navigation et cartographie solde actuel de PC, 9000 nouvelles tâches, il à l'aide du système de navigation, identifier 3 points potentiels de valeur en ressources dans un rayon de 50 km. Délai, 14 jours. Récompense, 2500 PC plus déverrouillage extension, plateforme mobile. 9000 points de construction. Junot ouvrit la nouvelle catégorie navigation. La carte se déploya dans l'interface comme vivante, topographie du terrain inondé, ligne projetée du niveau de l'eau pour différentes périodes, marqueur des hauteurs potentielles. Le massif du Céoraxan au nord-est brillait envers l'altitude y était suffisante, il pouvait y avoir des survivants. Les crêtes du Girizan au sud aussi. Et plusieurs points isolés, zones industrielles sur des collines, immeubles de grande hauteur, installations portuaires qui, selon les calculs du système, restaient au-dessus de l'eau. Plateforme mobile, reluile. Cela signifiait un moteur. La capacité de se déplacer. De cesser d'être une ancre en un seul endroit pour devenir un navire. Cela changeait tout. Il se versa une autre tasse de café et commença à étudier la carte. Ils apparurent le 7e jour. Junot les vit à distance sur les caméras extérieures, déjà un radeau. Pas comme dans sa vie passée, mais semblable, plusieurs planches liées ensemble avec des cordes, renforcées d'une manière ou d'une autre avec des barils en plastique pour la flottabilité. 4 personnes dessus. Il les reconnut avant même d'avoir le temps d'être surpris. Choi Min-jin d'abord. Une grande silhouette, des mouvements caractéristiques. À côté de lui, Lee So-nu, penché sur le bord du radeau et regardant quelque chose dans l'eau. Kim Ha-eun était assise au centre, les bras serrés autour d'elle-même. Han Jae-in était debout et regardait devant lui et ce fut lui qui vit l'abri en premier. Junot observa leur réaction sur la caméra. Jae-in dit quelque chose aux autres. Min-jin releva la tête. Ha-eun se leva. Tous les 4 regardaient l'abri, sa silhouette sombre et régulière au-dessus de l'eau. Il y avait dans leur posture quelque chose que Junot reconnut immédiatement, le soulagement. Cette joie brusque, presque animale, quand après une longue horreur on voit soudain quelque chose de solide et de fiable. Ils commencèrent à ramer vers lui. Junot prit une gorgée de café. Reposa la tasse. Attendit qu'il soit assez proche et commence à frapper contre le flanc. Il ne répondit pas immédiatement, il les laissa frapper pendant 1 minute. Puis il alluma le dispositif de communication. « Qui est là ?» La voix de Min-jin vint aussitôt, avec cette chaleur familière qui pouvait sembler sincère. « Junot ? Junot, c'est toi ? C'est Min-jin. Choi Min-jin, tu te souviens de moi ? Nous avons étudié ensemble, nous. Je me souviens de toi, dit Junot. Une brève pause. Puis Min-jin de nouveau, déjà plus vite, avec une note de soulagement, Dieu merci. Junot, nous avons besoin d'aide. Nous sommes 4, nous n'avons presque plus de nourriture, le radeau tombe en morceaux, nous sommes sur l'eau depuis 3 jours.
Je sais, dit Junot. Laisse-nous entrer. S'il te plaît. Nous sommes de vieux amis, nous. Non. Silence. Un long silence 4 secondes environ. Junot compta. Quoi? C'était la voix de Jaïen. Calme, pas en colère. Plutôt dans l'incompréhension. Non, répéta Junot. Un seul mot, sans explication, sans excuse. Junot. Mingin encore. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Nous sommes en train de mourir ici. C'est nous. Tu nous connais. Je sais. Alors pourquoi? Parce que non, dit Junot. Tu m'as entendu. Ma réponse est non. Tu as de la place. C'était Lissonu maintenant, sa voix éraillée, avec cette panique agressive qui surgit quand la peur ne trouve pas d'autre issue. On voit ton abri. Il y a de la place pour 4 personnes là-dedans, ne prétends pas que. Je ne prétends rien, dit Junot. Il n'y a pas de place. Junot, c'était la voix de Kim Eun. Calme. Presque calme, et justement pour cela tranchante. Junot, je sais que nous n'avons pas été proches ces derniers temps. Mais maintenant. Maintenant c'est différent. S'il te plaît. Il regarda la caméra. Aeun se tenait au bord du radeau et regardait vers le dispositif de communication. Son visage était mouillé par la pluie ou par l'eau, il ne pouvait pas le dire exactement. Cette expression celle qu'elle avait toujours su prendre, ouverte, légèrement sans défense. Elle avait toujours su paraître digne de confiance. Il se souvint que c'était elle qui s'était détournée la première. Ma décision ne changera pas, dit-il d'une voix égale. Je recommande de vous diriger vers le nord-est. Le massif du Séoraksan. Il y a là des hauteurs qui restent au-dessus de l'eau. Environ 100 km dans votre direction. 100 km? Sonu criait presque. Sur ce radeau? Tu comprends ce que tu dis? Je le comprends, dit Junot. Tu nous tues. Une longue pause. Non, dit doucement Junot. Je ne vous tue pas. Je ne fais simplement pas en sorte de vous sauver. Il appuya sur le bouton et coupa le dispositif de communication. Ils restèrent encore 3 heures à côté de l'abri. Junot le savait grâce au capteur du périmètre 4 objets du côté nord-ouest, immobile. Il n'alluma pas les caméras extérieures. Il n'alla pas au hublot. Il fit ce qu'il avait prévu de faire, étudier la carte de navigation, marquer des points de valeur en ressources pour la tâche du système, vérifier le bloc générateur. Il n'y eut plus de coups. Plus de voix non plus. Puis les capteurs montrèrent que les objets avaient commencé à s'éloigner vers le nord-est. Il s'autorisa à expirer. Non pas parce que cela avait été difficile. Mais parce que pendant tout ce temps, il avait attendu que cela le devienne que quelque chose en lui se brise en entendant la voix de Aeun ou en voyant Mingin essayer de paraître calme. Mais rien ne se brisa. Il n'y avait qu'une clarté froide et régulière. 4 personnes sur un radeau en train de s'effondrer qui, 3 mois plus tôt, l'avaient poussé dans l'eau sans hésiter. Il ne les laissa pas entrer. Et il ne ressentit pas de culpabilité. Il ressentit quelque chose d'apparenté à l'achèvement comme quand on ferme la dernière page d'un livre qu'on lit depuis trop longtemps. Le système resta silencieux. Il ne donna aucune tâche. Ne fit aucun commentaire. Junot ouvrit la carte de navigation et retourna au travail. Au 14e jour, l'eau était montée de 38 mètres. C'était plus que ce qu'avait prévu le système pour cette période, il attendait 25 à 30 mètres. Junot nota l'écart et recalcula la prévision vers l'avant. Si le rythme se maintenait, le niveau maximal serait atteint non pas dans 18 à 24 mois, mais plutôt autour de 14. Cela changeait une équation importante. L'abri avait été construit avec un calcul de 400 mètres au-dessus du niveau. Il avait prévu une marge, mais 400 mètres était la limite supérieure du maximum projeté par le système. Si la réalité dépassait les prévisions de 30%, il devait y penser maintenant, pas plus tard. Il ouvrit l'interface et demanda directement, « Système, au rythme actuel de montée, quel est le maximum projeté ?» La réponse arriva quelques secondes plus tard, recalcul des prévisions au rythme actuel de montée de plus 2,7 m jour, maximum estimé, 440 ou 480 mètres. Temps jusqu'au maximum, 13,5 mois. Marge d'erreur, plus ou moins 8%. Note, la structure actuelle est conçue pour une montée jusqu'à 400 m. Si ce niveau est dépassé,
une extension et un renforcement du niveau de fondation sont recommandés. Il est recommandé de commencer à planifier l'extension. 440 à 480. Juno regarda les chiffres. 40 à 80 mètres au-delà de la limite de conception n'était pas critique, s'il commençait le renforcement à temps. Mais à temps signifiait maintenant. Pas dans un mois, pas dans 3. Le problème était une seule chose, le renforcement nécessitait des matériaux. Les matériaux se trouvaient là où il y avait désormais de l'eau. Ou dans les installations qui tenaient encore au-dessus de la surface. C'était exactement pour cela que le système avait donné la tâche. Il identifiait des points de valeur en ressources dans un rayon de 50 km. Pas par curiosité. Par nécessité. Juno revint à la carte de navigation. Au cours des 14 derniers jours, il avait méthodiquement cartographié tout ce qu'il pouvait déterminer à partir des caméras, des capteurs et des données du système. 3 points ressortaient clairement. Le premier était un complexe industriel sur une colline à environ 18 km à l'est. D'après la carte du système, c'était une zone de métallurgie surélevée par le relief. Les étages supérieurs de plusieurs bâtiments dépassaient de l'eau et, surtout, un entrepôt. Grand, haut, avec un toit métallique. Il pouvait y avoir de tout là-bas: barres d'armature, tôles, fixations, outils. Le deuxième était un centre commercial à environ 25 km au sud. D'après son altitude au-dessus du niveau de l'eau, seuls les 2 derniers étages restaient émergés. Il y avait là des magasins de matériaux de construction, à en juger par la carte. Outils, panneaux, isolation. Le troisième était un entrepôt portuaire à 9 km au nord-ouest. D'après les données du système, il stockait des composants de navires, des fixations marines, des matériaux d'étanchéité. Idéal pour renforcer la plateforme. Tâche il terminé reçu, 2500 PC déverrouillés, extension plateforme mobile solde actuel de PC, 11500 nouvelles tâches, premier est d'effectuer une sortie vers l'un des points de ressources identifiés et ramener des matériaux à l'abri. Minimum, 500 kg de cargaison utile. Délai, 10 jours. Récompense, 3500 PC plus déverrouillage production. Juno ouvrit la catégorie plateforme mobile. Le système proposait 2 options. La première était l'installation d'un moteur fixe directement sur la plateforme, puissant, fiable, mais nécessitant beaucoup de temps pour le montage. La seconde était une option plus rapide, un navire auxiliaire. Un petit bateau ou une barge pouvant être utilisé pour de courtes sorties, en laissant l'abri principal à l'ancre. Le navire auxiliaire avait du sens surtout maintenant, quand la première tâche n'était pas de déplacer l'abri, mais d'atteindre les points de ressources et de revenir. Mais où trouver un navire ? Il ouvrit les caméras et commença à scanner systématiquement la surface autour de lui. Le 3e jour de recherche, pas en continu, mais méthodiquement, plusieurs heures par jour, il trouva ce qu'il cherchait. À 2,5 km au nord, accroché à une grue portuaire qui dépassait de l'eau, un bateau à moteur se balançait. Petit, environ 5 mètres de long, coque en aluminium, moteur hors bord. À en juger par son apparence, intact. Peu importait comment il était arrivé là. Ce qui importait, c'était qu'il était là. Juno enfila la combinaison étanche. Nager 2,5 km dans une eau emportant tout ce qui avait été lessivé de la surface de la ville, c'était une expérience à part entière. Il ne nagea pas, il utilisa un câble de remorquage qu'il enroula sur un treuil motorisé fixé à la poutre rétractable de l'abri. En substance, il tendit une ligne jusqu'à la grue, puis progressa le long de celle-ci au lieu de nager en eau libre. Plus lentement, mais plus sûr. La grue dépassait de l'eau d'environ 15 mètres un immense bras rouillé qui soutenait le ciel. Le bateau était fixé à sa partie inférieure, pas fixé, plutôt accroché, le garde-corps de la poupe s'était pris dans un support de la grue, et le courant n'avait tout simplement pas emporté le bateau. Juno l'atteignit en 40 minutes. Inspecta la coque, aucune voie d'eau, plusieurs rayures. Le moteur était un Yamaha 4 temps, relativement récent. Le réservoir était vide, mais cela se réglait. La boîte à outils sous le siège arrière était fermée, avec un petit cadenas. Il força le cadenas avec un pied de biche. À l'intérieur se trouvait un ensemble standard clé, une bougie de rechange, une corde de remorquage, une fusée de détresse. Et une chose à laquelle il ne s'attendait pas, un petit sachet étanche contenant des documents. Immatriculation du bateau au nom d'un certain C.O. Jonga. Adresse, Inchon, district côtier. Juno regarda le sachet une seconde. Puis le remit dans la boîte. Referma le couvercle. Il versa un bidon de carburant dans le réservoir,
qu'il avait apporté avec lui. Démarra le moteur. Il démarra à la deuxième tentative, toussa quelques secondes, puis se stabilisa et se mit à ronronner régulièrement, avec assurance. Junot détacha le bateau de la grue et le pilota jusqu'à l'abri. Le lendemain, il effectua le premier raid. L'entrepôt portuaire à 9 km au nord-ouest, le point le plus proche des trois. Il partit à 7 heures du matin, quand l'eau était relativement calme. Le ciel était bas et gris, comme toujours, mais sans vent actif. 9 km en bateau à moteur 20 minutes dans des conditions normales. Mais les conditions n'étaient pas normales, la surface de l'eau était jonchée de débris, sous l'eau se trouvaient des obstacles invisibles, anciens bâtiments et infrastructures. Il avançait lentement, en vérifiant constamment la carte de navigation du système. Il trouva l'entrepôt exactement là où la carte l'indiquait. Seul le tiers supérieur du bâtiment dépassait de l'eau, mur en béton, grandes ouvertures sous le toit par lesquelles on pouvait entrer à l'intérieur. Junot accosta contre le mur, attacha le bateau, grimpa à l'intérieur par l'ouverture. L'obscurité. L'odeur de l'humidité et de l'huile moteur. Il alluma sa lampe frontale. L'entrepôt était partiellement inondé, l'eau montait jusqu'aux genoux à l'endroit où il était arrivé. Mais les rayonnages le long des murs étaient hauts, et les niveaux supérieurs étaient secs. Pendant les 20 premières minutes, il se contenta de marcher et de regarder. Des éléments de fixation marins, exactement ce qu'il fallait. Des boulons haute résistance, des rondelles inoxydables, des ancres marines spéciales. Plusieurs bobines de câbles d'acier. Du mastic d'étanchéité en grand seau. Des plaques de contreplaqué marin imprégnées de résine. Plusieurs rouleaux de tuyaux en polyéthylène. Et, de façon inattendue, tout un rayonnage d'équipements de navigation. Appareils GPS, sondeurs, plusieurs radios marines dans leur emballage d'usine. Ce dernier valait plus que le métal. Il travailla pendant 3 heures, transporta, tria, descendit les choses dans le bateau par l'ouverture. À la fin du premier raid, le bateau était chargé à pleine capacité, il estima à vue d'œil et s'arrêta lorsque les bords se trouvaient à 20 cm au-dessus de la surface de l'eau. Exactement assez pour avancer sans risquer d'embarquer de l'eau à cause des petites vagues. Poids de la cargaison selon les données du système environ 620 kg. Tâche premier raid terminée partiellement, progression actuelle, 620/500 kg terminé, recommandé, continuer à rassembler des ressources pour la tâche extension. Le trajet de retour prit 35 minutes avec la charge, le bateau avançait plus lentement. Junot le pilotait avec prudence, évitant les obstacles, et se taisait. Dehors régnait un silence absolu, le genre de silence qui n'existe jamais dans une ville. Pas de voiture, pas de bruit des grues portuaires, pas de voix. Seulement l'eau, le vent et son moteur. Parfois, quelque chose remontait à la surface depuis le dessous, il avait appris à ne pas regarder. Quand l'abri apparut à l'horizon, un rectangle sombre et régulier sur l'eau, il ressentit quelque chose que, dans une autre vie, il aurait probablement appelé du soulagement. Ici, il y avait lui. Seulement lui. Pas de négociation. Pas de vote sur qui jeter par-dessus bord. Pas de calcul d'autrui dans lesquels il pourrait devenir du lest. Seulement lui, l'abri, et le système. Il amarra le bateau à l'écoutille technique et commença à décharger. Le 17e jour depuis le début du déluge, Junot capta un signal. Cela se produisit par hasard, il réglait l'une des radios marines trouvées dans l'entrepôt, vérifiant les bandes. Et sur la fréquence 156.8 MHz, la fréquence marine d'urgence standard, il entendit une voix. Faible, parasitée, mais intelligible. Ici base Seorak 120. Si quelqu'un peut nous entendre, répondez. Je répète, ici base Seorak 120, fréquence 156.8. Nous sommes à 800 mètres d'altitude, sur la crête du Seorak 100. Nous sommes 23. Il y a des blessés. Nous avons besoin de médicaments et de nourriture. Si quelqu'un peut nous entendre. La voix était masculine, fatiguée, avec cette stabilité particulière qui appartient à un homme qui a déjà répété la même chose de nombreuses fois et a presque cessé d'attendre une réponse. Junot était assis avec le microphone dans la main. 23 personnes. 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, crête du Seorak 100, il avait marqué ce point sur la carte 2 semaines plus tôt comme zone potentielle de ressources. Par l'eau, cela faisait environ 110 km. Avec son bateau à moteur actuel, plusieurs heures, si la météo le permettait. Des médicaments et de la nourriture. Il avait des médicaments. La trousse hospitalière de base que le système avait incluse dans la liste des réserves. Il avait de la nourriture pour 1 an pour une personne.
Il posa le microphone sur la table. Ne répondit pas, resta assis et écouta la voix répéter le message une fois encore. Puis encore. Puis le silence, une pause entre les cycles de transmission. Junot regarda la carte. 23 personnes sur une crête de montagne. Peut-être que Jacques Beaumain était parmi elles après tout, il l'avait prévenu. Peut-être Park Ilouan avec sa femme et sa fille de Suon. Peut-être le vieux Ogisoc. Peut-être. Mais très probablement des inconnus. Et 23 personnes, ce n'est pas une demande d'aide. C'est une organisation. Une structure. Des chefs et des suiveurs, des alliés et des opposants, des gens aux intérêts différents et aux calculs différents. Il savait comment cela fonctionnait. Il referma la carte. Se leva. Alla au bloc cuisine. Prépara du riz et du poisson en conserve. Mangea méthodiquement, sans se presser. Rangea la vaisselle. Revint à la radio. La pause entre les cycles touchait à sa fin, il pouvait le sentir. Dans quelques secondes, la voix répéterait encore le message. Junot prit le microphone. Le tint dans sa main. Le reposa. Se leva et sortit vers les quartiers d'habitation. S'allongea sur le lit. Regarda le plafond. 23 personnes. Dans sa vie passée, il aurait répondu immédiatement. Il se serait précipité pour aider sans réfléchir. C'était là son problème, il se précipitait toujours pour aider sans penser à ce qui viendrait après. Aider jusqu'à devenir trop lourd. Jusqu'à devenir du lest. Mais c'était une autre vie maintenant. D'autres règles. Ou aucune règle, sauf celle qu'il se fixerait lui-même. Il ferma les yeux. La voix sur la fréquence 156.8 continuait de répéter son message dans l'obscurité encore et encore, comme le ressac. Junot écoutait. Et réfléchissait. À minuit, le système émit une notification, nouvelle tâche, contact, établir une communication stable dans les deux sens avec l'un des groupes de survivants. Délai, 7 jours. Récompense, 4000 PC plus déverrouillage de l'infrastructure sociale. Il ouvrit les yeux. Regarda longtemps la notification dans l'obscurité des quartiers d'habitation. Infrastructure sociale, l'utile. Il tapota le terminal. Le système déplia la description, infrastructure sociale, un complexe d'extension de l'abri permettant l'accueil et l'hébergement de résidents supplémentaires avec un système autonome de contrôle des ressources, une structure d'accès hiérarchique et une surveillance individuelle. Système autonome de contrôle des ressources. Structure d'accès hiérarchique. Surveillance individuelle. Le système était plus intelligent qu'il ne l'avait pensé. Il ne lui disait pas laissez entrer tout le monde et soyez gentil. Il disait, il existe un moyen d'accueillir des gens sans perdre le contrôle. Un moyen de bâtir une structure où c'est lui qui fixe les règles. Où il n'est pas du lest mais le capitaine. Où l'accès aux ressources relève de sa décision, et non d'un vote. Junot se redressa sur le lit. Il regarda longtemps la description. Surveillance individuelle. Biométrie pour chaque résident. Il saurait qui se trouve où, qui mange quoi, qui a accès à quoi. Structure d'accès hiérarchique. Il serait tout en haut. Tous les autres en dessous. Toujours. Système autonome de contrôle des ressources. Personne ne pourrait prendre plus que ce qu'il aurait déterminé. Personne ne pourrait décider qu'il est du lest. Parce que le lest n'est jamais celui qui tient les clés. Il prit le microphone de la radio. Trouva la fréquence. Marqua une pause, une respiration puis appuya sur le bouton d'émission. Base Céorac 101, dit-il. Ici abri 0. Je vous entends. Terminé. La réponse arriva après 7 secondes. 7 secondes, c'est long quand on attend. Junot eut le temps de penser qu'ils avaient déjà éteint le récepteur, que les batteries étaient mortes, que le groupe n'existait plus. Puis un crépitement d'interférence et la voix. La même qu'il entendait depuis plusieurs heures. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau en elle. Pas de la joie, quelque chose de plus aigu. Quelque chose comme la manière dont une personne qui a marché longtemps dans l'obscurité voit soudain de la lumière et ne croit pas tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un mirage. Abri 0. Je vous entends. Pause. La voix devint rauque. Je vous entends clairement. Je m'appelle Kim Sang-Guion. Qui êtes-vous? Où vous trouvez-vous? Dans les eaux de la baie d'Inchon, dit Junot. Une plateforme flottante.
Une personne. L'abri est autonome. Une autre pause légèrement plus longue. Seul? Seul. Comment avez-vous survécu dans la baie? C'était, j'ai construit à l'avance, dit Junot. Parlez-moi de votre groupe. Composition, ressources, état actuel. La voix de l'autre côté Kim Sang-yon se tut une seconde. Puis, à en juger par le ton, décida de parler franchement. 23 personnes. 4 enfants, dont 2 de moins de 5 ans. 3 blessés fractures, une grave. De la nourriture pour environ 8 à 10 jours avec des rations strictes. Les médicaments ont été épuisés il y a 3 jours, les antidouleurs hier. Abri une base touristique sur la crête, bâtiment en bois, qui garde encore la chaleur pour l'instant. Pas de générateur, éclairage à la lampe de poche, les batteries faiblissent. Junot écoutait et, en même temps, ouvrait la carte dans l'interface du système. Séoraxan. 110 km. Paro, partant calme et avec son bateau actuel, environ 4 heures aller. 8 allers-retours. Votre altitude, demanda-t-il. 820 mètres selon le GPS. L'eau est montée à 38 mètres à ce jour, dit Junot. Le rythme est d'environ 2,5 mètres par jour. Vous avez du temps, mais pas un temps illimité. Au rythme actuel, votre position sera menacée dans environ 200 jours. Silence. Vous, avez calculé cela? Oui. Et quelle est votre prévision pour le maximum? 440 à 480 mètres. Une longue pause. Junot imagina comment, là-bas sur la crête, dans un bâtiment en bois, 23 personnes entendaient ce chiffre. Ou peut-être ne l'entendait-elle pas, peut-être Sang-yon parlait-il à l'écart, pas devant tout le monde. Alors nous ne sommes pas en sécurité, dit enfin Sang-yon. Doucement. Comme un fait, pas comme une question. Personne n'est en sécurité, dit Junot. La seule question est de savoir combien de temps il reste et quoi en faire. Pouvez-vous nous aider? Junot regarda la carte. Je peux livrer des médicaments et une partie de la nourriture. Un voyage, dans les 2 prochains jours, si le temps le permet. Un seul voyage, cela dit. Ce n'est pas une solution à votre problème, dit directement Junot. C'est du temps. Du temps pour réfléchir à l'étape suivante. Pause. Et quelle est l'étape suivante, selon vous? Cela dépend de vous, dit Junot. Je rappellerai demain matin. Préparez une liste exacte des médicaments et des priorités pour la nourriture. Il appuya sur le bouton et coupa la communication. Reposa le microphone. S'assit dans le silence de l'abri et regarda la carte de navigation, le point bleu de son abri et le petit marqueur Séoraxan à 110 km. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait faire. Il savait seulement que le système lui avait donné une tâche, et que cette tâche avait du sens. Pas sentimental, fonctionnel. 23 personnes, avec la bonne structure de gestion, pouvaient être une ressource. Des mains qui travaillent. Des connaissances. Des compétences. Des gens qui savaient faire des choses qu'il ne savait pas faire lui-même. Mais seulement avec la bonne structure. Seulement si c'était lui qui fixait les règles. Le raid vers Séoraxan dura 11 heures. Il partit à l'aube, le ciel était bas, mais le vent restait supportable. Il chargea le bateau de médicaments pris dans ses propres réserves, sélectionnés selon la liste que Sang-yon avait dictée le matin. Antibiotiques, antidouleurs, bandages, anti-inflammatoires. De la nourriture conserve, riz, rations lyophilisées. 2 lampes de poche avec des piles de rechange. Une radio de rechange. Il prit délibérément moins qu'il n'aurait pu. Non pas par avarice, par calcul. Il n'allait pas résoudre leurs problèmes en un seul voyage. Il allait commencer une conversation. 110 km à travers la Corée inondée, c'était un monde à part. Les 20 premiers kilomètres, c'était un champ et sa banlieue. Étage supérieur qui sortait de l'eau, toit, antenne, cime d'arbres. Sur un toit, il vit des gens, 2 d'entre eux, agitant les bras. Il passa sans s'arrêter. Non pas parce qu'il était cruel. Parce qu'il savait, s'arrêter une fois signifiait s'arrêter partout. Et il n'avait pas d'abri pour 40 personnes. Pas encore. Encore. Le mot s'imprima de lui-même dans son esprit, et il ne prit pas la peine de l'en chasser. Après un champ vint l'eau libre, ancien champ et basse terre, maintenant une surface grise et plate sans repère. Il suivait la carte de navigation du système,
qui montrait le relief sous l'eau et traçait un itinéraire contournant les structures submergées. À peu près à mi-chemin, il vit un autre navire. Pas un bateau, une barge. Grande, rouillée, manifestement improvisée en habitation, bâche tendue au-dessus du pont, caisse disposée, des gens visibles. La barge avançait lentement, d'ouest en est. Il réduisit la vitesse. Observa environ 30 secondes. Ils le remarquèrent aussi depuis la barge plusieurs silhouettes au bastingage. Quelqu'un leva la main. Junot accéléra et obliqua vers le nord, s'éloignant de la trajectoire de la barge. Il mémorisa ses coordonnées. Plaça un marqueur sur la carte. Grand groupe. Mobile. Intentions inconnues. Dans ce nouveau monde, les informations sur les autres survivants n'étaient pas de l'humanisme. C'était de la reconnaissance. La crête montagneuse du Séoraxan apparut à l'horizon 3 heures après le départ, d'abord comme une bande sombre au-dessus de l'eau, puis comme de véritables contours de montagne. Junot ralentit. C'était étrangement beau, et il se permit de l'admettre. Des montagnes s'élevant directement hors de l'eau. Pas de rivage, pas de zone de transition. Juste l'eau, puis d'un coup les falaises, la forêt, la verticalité. Comme si le monde ne s'était pas noyé, mais avait simplement commencé autrement. La base touristique Séoraxan était visible depuis l'eau, plusieurs bâtiments en bois sur une corniche de la crête, à environ 100 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Quelqu'un avait suspendu un morceau de tissu orange à l'extérieur pour qu'il soit visible depuis l'eau. Intelligent. Il amarra le bateau à une corniche rocheuse qui sortait de l'eau au pied de la pente. Le fixa avec le câble de remorquage. Il l'attendait déjà en bas. Kim Sang-yon se révéla être un homme d'environ 45 ans, petit, mince, avec une barbe courte et les yeux de quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi depuis des semaines. Il descendit le sentier le premier, seul, et Junot apprécia cela. S'était envoyé lui-même, pas quelqu'un d'autre. Bon instinct. Ils se rencontrèrent au bord de l'eau. Sang-yon étudia Junot quelques secondes sans chercher à le cacher. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, dit-il enfin. Vous avez l'air plus fatigué que votre voix ne le laissait entendre, répondit Junot. Sang-yon esquissa un bref sourire presque malgré lui. Merci d'être venu. J'ai apporté ce que vous avez demandé. Déchargeons. Le déchargement prit 20 minutes. 3 autres descendirent pour aider jeunes hommes, silencieux, rapides. Faisaient passer les caisses le long du sentier à la chaîne. Junot travailla avec eux, ne resta pas à l'écart. C'était du calcul, pas de la politesse, il voulait voir comment ils travaillaient. Comment ils se tenaient. S'il existait une hiérarchie parmi eux, et laquelle? Il y avait une hiérarchie. L'un des trois, un jeune homme aux cheveux très courts, aux épaules larges, détenait clairement de l'autorité. Les 2 autres jetaient un regard vers lui avant de faire quoi que ce soit d'incertain. Ils n'attendaient pas des ordres, ils se vérifiaient simplement par rapport à lui. Junot mémorisa son visage. Quand tout fut déchargé, Sang-yon proposa de monter jusqu'à la base. Junot refusa. « Je dois revenir avant la nuit, dit-il. Nous parlerons ici. » Sang-yon hocha la tête. 2 des déchargeurs remontèrent. Le large d'épaule resta un peu à l'écart, mais clairement à portée d'oreille. Sang-yon ne lui dit pas de partir. Intéressant. Je veux comprendre votre situation, dit Junot. Qui sont vos gens? Comment avez-vous fini ici? Sang-yon parla brièvement, sans détails inutiles. Junot apprécia cela. Le groupe s'était formé spontanément durant les 2 premiers jours du déluge, certains étaient des touristes qui se trouvaient sur la crête quand tout avait commencé. D'autres étaient des habitants de villages de montagne qui avaient réussi à grimper plus haut. Plusieurs personnes les avaient rejoints d'en bas en bateau après le début du déluge, dont une famille avec enfants et une femme médecin, Ligia, qui s'occupait maintenant des blessés. Une médecin. Junot le nota. Avez-vous parmi vous des personnes avec des spécialités techniques, demanda-t-il. Sang-yon parut légèrement surpris par la question. Puis répondit, un constructeur. Un ancien militaire, un sapeur. Une professeure de biologie, 2 étudiants en ingénierie, un cuisinier. Un sapeur et un constructeur sont des gens précieux, dit Junot. Sang-yon le regarda. Vous n'êtes pas venu seulement pour livrer des médicaments, dit-il. Ce n'était pas une question, une affirmation. Non. Alors pourquoi? Junot garda le silence une seconde. Dans 200 jours, l'eau atteindra votre altitude, dit-il. J'ai un abri qui, d'ici là,
sera agrandi. J'ai besoin de bras et de spécialistes. Vous avez besoin d'une plateforme au-dessus de l'eau. C'est un échange, pas une charité. Sanguion se tut longtemps. Les conditions? Je fixe les règles de l'abri, dit Junot. Sans excuse, sans l'adoucir. La répartition des ressources relève de ma décision. La structure d'accès est la mienne. Chaque résident passe par un enregistrement biométrique. En échange, toit, nourriture, eau, sécurité. L'homme large d'épaule près du mur remua. Pas de manière agressive, simplement, il se tendit. Cela ressemble à, commença-t-il. À Gincéo, dit doucement Sanguion. Il se tut. Sanguion regarda de nouveau Junot. Longuement et avec attention. Pourquoi une seule personne devrait-elle décider pour tout le monde? Parce qu'une seule personne a construit l'abri, dit calmement Junot. Si vous avez un abri, vous fixez les règles. Vous n'en avez pas encore. Silence. Le vent descendait des montagnes froides, portant une odeur de pain et d'eau. Nous devons en discuter avec le groupe, dit finalement Sanguion. Bien sûr, dit Junot. Vous avez le temps. Environ 200 jours. Il détacha le bateau. Posa sa main sur le bastingage. Je reprendrai contact dans 3 jours, dit-il. Même fréquence. Attendez, dit Sanguion. Junot s'arrêta. Faites-vous confiance aux gens? Pause. Non, dit Junot. Alors pourquoi nous voulez-vous? Junot le regarda une seconde. Parce que le monde après le déluge ne peut pas être reconstruit seul, dit-il doucement. Et la confiance et l'utilité sont 2 choses différentes. Il démarra le moteur et mit le cap vers l'ouest. Le système ne dormait pas. Pendant que Junot effectuait des raids, renforçait la fondation et parlait à Sanguion par radio 3 fois par semaine, l'interface changeait. S'élargissait. S'accumulait. Les tâches arrivaient les unes après les autres, 2e niveau construire l'étage résidentiel. Terminé au 42e jour. 8 sections séparées avec verrou biométrique, un système de ventilation à contrôle individuel, un bloc de restauration commun avec distributeur de rations. Niveau agricole lancé le système hydroponique. Terminé au 58e jour. 42 types de cultures, un cycle fermé d'irrigation, un éclairage ultraviolet. Mobilité installer le système de propulsion principal sur la plateforme. Terminé au 73e jour. Désormais, l'abri se déplaçait par lui-même lentement, mais avec assurance. 4 nœuds de propulsion, contrôle depuis le pont au niveau supérieur. Production installer l'atelier de base. Terminé au 89e jour. Poste de soudure, établi de travail du métal, petit tour à commande manuelle. Chaque tâche ajoutait des points. Chaque point ouvrait de nouveaux plans. L'abri grandissait non pas chaotiquement, mais selon la logique du système, que Junot commençait à comprendre de plus en plus profondément. Le système ne construisait pas un palais. Il construisait un organisme. Chaque nouveau module était lié aux autres sur le plan énergétique, fonctionnel, structurel. Retirez une chose et vous affaiblissez l'ensemble. Bonne architecture, pensait-il parfois. Comme une créature vivante. Le solde des points de construction dépassa 50 000 au 100e jour. Sanguion reprit contact au 112e jour depuis le début du déluge. Nous sommes d'accord, dit-il. Junot ne redemanda pas. Ne montra pas de soulagement. Demanda simplement, les 23 tous? 21. 2 ont refusé. Qui? Pause. À Gincéo et un autre homme. Ils ont décidé de rester. Le large d'épaule. Junot ne fut pas surpris. Leur droit, dit-il. Vous n'allez pas essayer de les convaincre? Non. Longue pause. D'accord, dit Sanguion. Quand êtes-vous prêt à accueillir les gens? Je viendrai dans 2 jours avec l'emploi du temps et la liste des règles. Lisez-les à l'avance avec le groupe. Les questions passent par Sanguion, pas personnellement. Pourquoi pas personnellement? Parce que 21 personnes avec 21 questions, ce n'est pas une conversation, dit Junot. C'est une foule. Je n'ai pas besoin d'une foule. Au 114e jour, il apporta les feuilles avec les règles à Séoraxan. Il y en avait 12. Imprimées clairement, sans décoration, un abri zéro est gouverné selon un pouvoir personnel. Les décisions concernant les ressources,
l'hébergement et la sécurité sont prises par l'administrateur de l'abri. 2. Chaque résident passe par un enregistrement biométrique à l'entrée. L'accès au compartiment se fait strictement par niveau. 3. La ration quotidienne est déterminée par l'administrateur en fonction des réserves actuelles et de la contribution du résident au travail de l'abri. 4. Tous les résidents participent à l'entretien de l'abri. Exceptions enfants, personnes gravement malades. 5. Les conflits entre résidents sont tranchés par l'administrateur. La justice personnelle est inacceptable. 6. Accès non autorisé au système de l'abri expulsion immédiate. Tentative de prise de contrôle de l'abri expulsion immédiate sans discussion. Et ainsi de suite 5 autres points, tout aussi directs. Sanguion lut en silence. 2 résidents debout à côté lisaient aussi. Une femme apparemment la médecin, Ligia lut jusqu'au bout et leva les yeux vers Junot. Point 3, dit-elle. La ration dépend de la contribution. Et ceux qui ne peuvent pas travailler? Les enfants, les blessés. Ils reçoivent une ration de base indépendamment de leur contribution, dit Junot. C'est implicite. Cela doit être énoncé explicitement. Pause. D'accord, dit Junot. Il prit la feuille. Ajouta à la main, les enfants et les personnes incapables de travailler pour raison médicale reçoivent une ration de base complète. Ligia hocha la tête. Sanguion observait la scène avec une expression que Junot ne déchiffra pas tout de suite. Puis il comprit c'était quelque chose comme une surprise prudente. Il s'était attendu à un homme qui ne change jamais ses décisions. Mais Junot avait changé la sienne parce que l'argument était correct. C'étaient 2 choses différentes. Le transfert prit 3 voyages. Junot les effectua en 5 jours à chaque fois 5 à 6 personnes, avec un minimum d'effets personnels. L'abri accueillit les gens par le sas principal, enregistrement biométrique dès l'entrée, attribution des sections, un bref briefing de Junot en personne. Toujours le même à chaque fois. 5 minutes, pas plus. Vous avez lu les règles. Les questions passent par Sanguion. Mon compartiment est verrouillé. Le pont de contrôle est verrouillé. Le bloc générateur est verrouillé. Le reste est à vous. La plupart hochaient la tête. Certains avaient l'air méfiants. Certains avaient l'air soulagés d'une manière si brusque que c'en était presque gênant à voir. Ligia arriva lors du dernier voyage. Elle entra dans le compartiment médical que Junot avait réservé et équipé à l'avance, puis en ressortit 1 heure plus tard avec la première liste du matériel nécessaire. La posa devant Junot. À la prochaine occasion, dit-elle. Je verrai ce qu'il est possible d'obtenir, répondit-il. Ce fut la conversation la plus longue qu'il eut avec l'un quelconque des nouveaux résidents pendant les premiers jours. L'abri changea. Pas seulement structurellement bien que structurellement aussi, 21 personnes exigeaient plus d'eau, plus d'électricité, plus d'espace. Le niveau hydroponique commença à fonctionner à pleine capacité désormais, 3 résidents y furent affectés, s'occupant des cultures selon un planning. L'ancien sapeur militaire nommé Jongmin prit en charge l'entretien technique du bloc générateur sous la supervision de Junot, sans questions inutiles. Il comprit le système en une journée et ne posa que des questions précises. Junot répondait aux questions précises. Le constructeur, un homme plus âgé nommé Oem Taezik, se mit immédiatement à arpenter l'abri avec le regard de quelqu'un qui cherche ce qui pourrait être amélioré. Le 2e jour, il apporta à Junot une liste de 7 remarques. 6 d'entre elles étaient justes. Bien, dit Junot. Occupe-t'en. Oem Taezik hocha la tête et partit. Heureux autant qu'on puisse l'être à la fin du monde. Mais il y avait une chose à laquelle Junot mit le plus de temps à s'habituer. Les sons. Après plus de 100 jours de silence absolu, l'abri devint bruyant. Des voix dans les couloirs. Des enfants qui pleuraient la nuit, 2 petits, dont un plus grand. Les pas de quelqu'un au-dessus de sa tête. L'odeur de la nourriture des autres venant du bloc commun. Il était allongé dans son compartiment, le seul qui restait fermé à tous les autres, et écoutait ces sons dans l'obscurité. C'était étrange. Pas mauvais. Juste étrange. Comme entendre un monde que vous aviez cru enterré. Au 158e jour du déluge, le système émit une notification qu'il avait attendue et pas attendue en même temps. Succès déverrouillé, 0 devient abri, 0 a atteint un nouveau niveau de fonctionnalité. Résidents, 22 administrateurs compris. Autonomie, confirmée. Niveau du système, augmenté à 7. Déverrouillé, cartographie à l'échelle du monde. Déverrouillé, communication longue portée.
Déverrouillé, production avancée. Message du système: le système a détecté l'activité d'autres groupes organisés de survivants. Connu, 4 groupes avec des populations supérieures à 50. Connu, un groupe avec une population supérieure à 200, vraisemblablement une structure militaire. Recommandé, contact diplomatique ou stratégique. Juno resta longtemps à regarder les dernières lignes. Structure militaire. 200 personnes. Dans un monde sans loi, sans État, sans armée, 200 personnes avec une discipline militaire et des ressources ne sont pas un groupe de survivants. Elles sont une force. Une force qui, tôt ou tard, commencera à chercher ce qu'ils possèdent. Abri. Réserve. Technologie. Il referma la notification et ouvrit la carte longue portée la nouvelle, avec rayon élargi. 4 groupes brillaient en marqueur vert. Un en rouge. Le rouge se trouvait à environ 260 km au sud. Au-dessus de ce qui avait été la péninsule du Chinchon. 260 km, c'était proche. Dans un monde sans obstacles terrestres, très proche. Au 189e jour, l'eau s'arrêta. Pas pour toujours, Juno le savait. Juste une pause, le genre de pause qui survient quand quelque chose d'immense reprend son souffle. Les capteurs indiquaient 0 hausse pour le 3e jour consécutif. Niveau 412 mètres. Il restait 30 à 70 mètres jusqu'au maximum projeté. Mais pour l'instant, l'eau se taisait. Juno se tenait seule au poste d'observation tôt le matin, alors que tout le monde dormait encore. Le monde extérieur était étrangement beau. Océan parce que c'était ce que c'était désormais, un océan, pas une baie, pas une mer, mais un monde aquatique unique sans rivage reposait calme comme un miroir. Loin à l'est, les pointes des crêtes montagneuses ressortaient Tabaxan, Séoraxan, plusieurs sommets sans nom. Ici et là, des antennes, des flèches, des structures qui avaient jadis fait partie de quelque chose de grand. Le ciel au-dessus de l'horizon était d'un bleu pâle pour la première fois depuis 189 jours, sans cette pellicule jaune sale. Peut-être que cela s'éclaircit, pensa-t-il. Derrière lui, la porte grinça. Il ne se retourna pas, le système montrait sur la tablette qui sortait de quel compartiment. Sanguion. Monté au poste d'observation à 6 heures du matin, plus tôt que d'habitude. Sanguion se plaça à côté de lui et regarda lui aussi l'eau. En silence assez longtemps pour que ce ne soit pas un hasard. Cela s'est arrêté, dit-il enfin. Temporairement. Mais cela s'est arrêté. Juno ne répondit pas. Le marqueur rouge sur la carte, dit doucement Sanguion. Il avait vu la carte de Juno. Juno l'avait délibérément rendue accessible à Sanguion une semaine plus tôt, quand il avait décidé qu'on pouvait lui accorder un niveau d'accès supérieur d'un cran. Est-ce qu'il bouge? Lentement, dit Juno. Mais vers le nord. Vers nous? Vers nous ou vers les crêtes montagneuses? L'un des deux. Que allons-nous faire? Juno regarda l'horizon. Ce qu'il allait faire, il le savait déjà dans les grandes lignes. Le système lui avait donné des plans qu'il n'avait pas encore ouverts, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il attendait le bon moment. Production avancée. Modifications défensives qui n'étaient pas des armes directes, mais rendraient l'abri beaucoup plus difficile à prendre. Système de communication longue portée pour contacter les autres groupes verts. 4 points verts et un rouge. C'était une mathématique qu'il comprenait. Mais ce n'était pas encore le moment de partager tous les détails avec Sanguion. Se préparer, dit-il enfin. À la guerre? Une longue pause. À la conversation, dit Juno. D'abord à la conversation. Sanguion hocha la tête. Garde le silence encore un peu plus longtemps. Vous ne dites jamais rien d'inutile, dit-il. Non. Pourquoi? Juno regarda l'eau. Parce que les mots sont aussi une ressource, dit-il doucement. Je ne dépense que ce qui est nécessaire. Sanguion esquissa un faible sourire. Hocha la tête. Ils restèrent debout côte à côte en silence, 2 hommes au-dessus de 412 mètres d'eau qui recouvraient tout ce qui avait autrefois été un pays, des villes, des vies. D'en bas, depuis les compartiments d'habitation, vint le premier son de l'abri qui se réveillait. Des voix d'enfants. Les pas de quelqu'un. L'odeur du riz venant du bloc cuisine. Le système clignota doucement dans l'interface, nouvelle tâche, diplomatie ou guerre, déterminer une stratégie d'interaction avec le groupe de plus de 200 personnes. Délai, ouvert. Récompense, inconnue. Difficulté, 5 étoiles.
Juno regarda les 5 étoiles. 5 étoiles de difficulté. Pour la première fois depuis 189 jours, le système lui donnait une tâche avec un délai ouvert et une récompense inconnue. Il referma l'interface. Glissa la tablette dans sa poche. Et continua de regarder l'horizon où le soleil se levait lentement au-dessus de l'eau calme, et quelque part au-delà de la ligne de vue un point rouge avançait qui ne savait pas encore qu'il pensait déjà à lui. Park Juno ne sourit pas. Il serra simplement un peu plus fort la rambarde du poste d'observation et commença à planifier.